Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 21 ans, je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Et au quotidien, j'accompagne aussi des entrepreneurs comme vous à investir dans l'immobilier. En effet, j'ai un accompagnement qui aide les entrepreneurs à investir dans leur premier investissement locatif de A à Z et il est garanti au succès de l'opération. Juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, je tenais à remercier Blanc et son cofondateur Simon qui m'accompagnent sur le podcast. Blanc, c'est un compte bancaire qui facilite la gestion financière des indépendants. D'ailleurs, Simon est intervenu lors du 11e épisode du podcast que je vous invite évidemment à écouter après cet épisode et que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous êtes aujourd'hui des dizaines d'auditeurs à avoir testé Blanc et à en être pleinement satisfait, à avoir une application qui vous aide sur votre gestion financière au quotidien et je vous remercie d'ailleurs pour les retours que vous nous avez faits. Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous invite à consulter le site de Blanc, www.blanc.app. Et dans cet épisode, je reçois Gilles, le cofondateur de Omnext, une entreprise de travaux qui travaille dans l'immobilier. Au travers de cet épisode, il revient sur tout son parcours depuis l'enfance et comment l'immobilier est rentré dans sa vie. On parlera ensemble d'immobilier, de travaux et de fiscalité, alors restez bien jusqu'au bout. On se retrouve à la fin de l'épisode, bon visionnage. Et on se retrouve avec Gilles. Merci Gilles d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Maxime. Est-ce que tu peux te présenter simplement en quelques mots comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis ? Carrément. Alors, j'ai 28 ans, je suis entrepreneur et j'ai 3 sociétés aujourd'hui, 3 activités différentes. Ok. Dans quel domaine ? La première, c'est dans l'architecture et la rénovation. La société s'appelle Omnext, donc j'accompagne les particuliers ou les professionnels dans leurs projets de rénovation, avec mon associé qui s'appelle Mathéo Vidal. Qui est passé dans le podcast d'ailleurs. Qui est passé également dans le podcast. Je me souviens plus de combienième épisode, mais en tout cas, Mathéo Vidal, vous irez retrouver son podcast après celui-ci avec plaisir. Exactement. Par contre, je crois qu'il n'y avait pas la vidéo à l'époque, il y avait peut-être juste le son. Il n'y avait que le son. C'est ça. Et c'était même sur Jeune Entrepreneur, encore à ce moment-là. Ouais, c'est pour ça. Et au début, je me suis dit, waouh, c'est pas mal, Mathéo, il est en train de percer, etc. Donc, peut-être que je fasse la même chose. Mais non, c'était top. Donc, ça, c'était ma première activité. La deuxième, c'est marchand de biens. Donc, j'achète des biens, soit je les rénove, soit je les rénove pas, mais je les revends directement, assez rapidement. Donc, ça, c'est avec une associée qui s'appelle Charlotte. Et ma troisième société, c'est celle d'investissement, tout simplement. Donc, j'achète des apparts, je les retape, et là, je les loue directement, que ce soit en Airbnb ou en longue durée. Donc, c'est vraiment ces 3 casquettes. Ok, ça m'intéresse beaucoup. On va en parler dans la deuxième partie. Avec plaisir. De ces 3 casquettes-là et de comment tu fais pour finalement pondérer ton temps par rapport aux différentes activités, comment tu gères un petit peu cette crise immobilière dont tout le monde parle, dont on parle sur BFM TV. Cet enfer. Ouais, toute la journée. Mais pour revenir un peu en arrière, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, comment tu l'as vécu, et quel type d'élève tu étais à l'école, est-ce que tu avais des passions ? Je te laisse sur ça. Alors, pour parler de l'école, ça a été pas tout le temps très facile parce que je me suis retrouvé très vite dans un lycée privé avec un niveau d'exigence qui était assez élevé. C'était un petit peu marche ou crève. Et en l'occurrence, j'étais pas un élève perturbateur, mais par contre, j'avais un peu plus de difficultés dans le travail. Donc avec tous les devoirs qu'il y avait à faire à la maison, essayer d'être vraiment assidu, etc. Et donc c'était souvent Gilles, il est gentil, mais il travaille pas. Et donc je me retrouvais souvent à avoir des notes qui étaient en corrélation avec tout ça et donc à être un petit peu dans les derniers et c'est en 3e où j'ai redoublé et où je me suis dit c'est pas possible là franchement je suis en train de rater un coche, faut au moins que j'avance pour mes études, etc. et pour pouvoir quand même prendre une bonne direction, il faut que je puisse continuer d'avancer et j'ai eu vraiment une révélation et je me suis dit allez go, je me mets vraiment à taffer et je travaille plus pour ma mère, etc. Mais je travaille pour moi. Et ça, c'est vraiment une phase qui est très dure à assimiler. C'est le moment où on travaille plus pour ses parents, qui nous mettent la pression, etc. Mais on travaille vraiment pour soi. On prend conscience que, au final, si jamais on se foire, c'est nous qui allons prendre cher. Ouais, c'est pas juste nos parents qui vont nous engueuler, tu vois. Et donc, je me suis dit, c'est parti, j'ai redoublé. Et là, tout s'est super bien passé, tout a changé. J'ai commencé vraiment à avoir de très bons résultats. Ça m'a permis de pouvoir continuer d'avancer dans les études générales, passer les concours d'école de commerce. À l'écrit, j'ai tout eu. Ça, c'était aussi vraiment un accomplissement où je me suis dit, ok, là, j'étais vraiment content. Par contre, j'étais nul en anglais à l'époque. Du coup, j'ai raté les oraux comme pas possible. Mais au final, j'ai pu faire une école de commerce
qui était l'ESCE. Et j'ai fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans. Et dans cette école de commerce-là, c'était assez intéressant parce que ça nous permet d'avoir plein de contacts. Parce que tu connais les écoles de commerce, c'est aussi pour le réseau. Surtout. Surtout, c'est pour ça. Parce que les cours, globalement, c'était un peu une coquille vide. Donc, c'est-à-dire que il y a plein de choses qui ne me servent pas aujourd'hui. Des cours qui m'ont coûté extrêmement cher parce qu'une école de commerce, c'est quand même 10 000 € l'année. T'as fait en alternance ou tu l'as fait en initial, la globalité? Alors, c'est une très bonne question. J'aurais adoré le faire en alternance, mais comme moi, je voulais faire de l'entrepreneuriat, en entrepreneuriat, tu peux pas faire d'alternance. Ok. Ouais, c'était d'ailleurs très étrange parce que souvent, quand tu fais entrepreneuriat, c'est que derrière, tu vas pas toucher tout de suite beaucoup de thunes. Ouais, c'est Alors clair. que les gens qui sont en finance, par contre, ils peuvent faire alternance, tu vois. Ouais. Alors qu'eux, ils sont tranquilles niveau salaire. Et donc, on s'est retrouvés à juste pas pouvoir faire l'alternance et avec un prêt étudiant que j'ai pris moi-même sur le dos, que je rembourse toujours aujourd'hui. C'est 600 € par mois. Et ça, je pense que, franchement, c'est ce qui m'handicape le plus dans ma vie parce que c'est presque un deuxième loyer, tout Ok. simplement, qui part chaque mois. C'est intéressant que tu en parles parce que tu vois, il y a plein d'auditeurs aujourd'hui qui sont pareil au même niveau, qui ont entre 20 et 25 ans, qui réfléchissent à leurs études supérieures, qui réfléchissent à faire un prêt étudiant. Toi, c'est quelque chose qui a été franchement négatif, ce prêt étudiant-là, pour la suite, qui t'a handicapé dans tes débuts? Même pour investir, parce qu'on va parler après, hein, t'investis aujourd'hui. Ouais, carrément. Sur le moment, oui. Parce que je vois la somme qui est de 50 000 €. Je vois un prélèvement automatique sur mon compte qui est de 600 €. Donc forcément, ça m'empêche de faire plein de choses à côté de mes études. Heureusement, j'étais boursier. Et j'avais le plus grand échelon, donc ça me permettait aussi de pouvoir le rembourser une partie. Mais globalement, quand tu voyais les gens sortir, pouvoir profiter, kiffer, partir en vacances, c'est pas forcément ce que je pouvais faire. Et ça, c'était à cause du prêt étudiant. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que l'école de commerce, ça m'a quand même apporté un énorme réseau. Ça m'a apporté aussi une façon de penser sur l'entrepreneuriat, sur le business, qui est vraiment très très intéressante. Et c'est pour ça que, pour rien au monde, je repartirai en arrière et je me dirais que je ne la fais pas. Et surtout, j'en parlerai dans les investissements tout à l'heure, mais ça m'a permis de faire un montage financier qui est ultra intéressant, qui est le lissage. Ça m'a permis en fait tout simplement de faire un prêt à côté, immobilier, et grâce à mon prêt étudiant, j'ai pu baisser les mensualités du prêt immobilier le temps que je rembourse mon prêt étudiant. Donc c'est-à-dire que c'est comme si j'avais eu un différé d'emprunt de 6 ans. Ok. Voilà. Ah oui, donc c'est hyper intéressant ça. Franchement, ça a été le move qui a changé ma vie parce que ça me permet d'avoir un investissement Airbnb Bien sûr. que j'ai fait avec un différé de 6 ans. Donc pendant 6 ans, j'ai des mensualités de 200 € par mois et un Donc l'assurance, quoi, en et gros. un Airbnb qui tourne à plein régime. Ok. Tout le Waouh. temps. Et Hyper ça, c'est grâce au intéressant. prêt étudiant, tu vois. Ouais. Et donc si je pouvais retourner en arrière, par contre, ce que je ferais, c'est que j'en ferais plusieurs. Tu vois. Là, si je pouvais retourner en arrière J'en avec les ferais mêmes pas qu'un. compétences, ah ouais, Ouais. ah, c'est sûr. J'en ferai 6, 7. Enfin voilà, j'incite personne à le faire parce que c'est pas forcément vraiment légal, etc. Mais Non. globalement, en tout cas, voilà, pouvoir avoir 6 prêts étudiants avec des taux aussi intéressants et les mettre dans l'IMO. Il y a plein de gens qui ont fait ça. Jonathan Gelov, le fondateur d'Aircall, a fait ça par exemple aussi. Et un petit tip supplémentaire sur le prêt étudiant, c'est de regarder finalement s'il y a une banque qui est partenaire de l'école qu'on souhaite faire ou de l'école qu'on souhaite potentiellement faire, entre gros guillemets, et de se dire, en fait, souvent, il y a des taux qui sont hyper avantageux. Moi, je sais que je l'avais fait à BNP Paribas et elle était partenaire de l'école de commerce que je faisais. Et du coup, j'ai eu un taux à 0%, quoi. Avec une facilité énorme d'avoir ce prêt-là. Mes parents se sont portés caution, mais en soi, ils m'ont dit oui, mais de toute façon, vous faites cette école de commerce-là, il n'y aura pas de souci pour le rembourser derrière, quoi. Donc, ils m'ont prêté 75 000 € comme ça, quoi. Donc, c'était ultra facile. Et je t'avoue que je suis en train de réfléchir. Je suis plus tout en études, mais je suis en train de réfléchir à en faire 2 autres parce que quand on voit les taux qu'il y a aujourd'hui, actuellement, et qui sont quand même très élevés, et les taux du crédit étudiant, on se dit, mais en fait, c'est énorme, quoi. On voit que nous, on lève de l'argent en marchand de biens, et on va revenir sur ta partie marchand de biens pour très cher, parce qu'on doit payer des investisseurs, et c'est normal, hein, ils sont là pour ça aussi, donc on leur paye quand même assez cher l'investissement qu'on a. Se dire, bah ouais, emprunter à 1,9% ou quoi, rembourser juste avant les 5 ans d'études, la fin des 5 ans d'études, et de se dire, on rembourse le prêt étudiant et tout, c'est quoi le coût global, quoi? C'est quoi le coût, finalement, de ce prêt-là? Pas grand-chose. Hein. Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est une aubaine et il faut la saisir. Surtout aujourd'hui, à des taux à 4. Ouais. Franchement, c'est du luxe, quoi. C'est clair. Les gens qui ont pu investir auparavant. Bon, ça marche pas pour tous les auditeurs, hein, ceux qui ont plus de 30 ans et qui... C'est pour ça, voilà, c'est pour le dire, faut le préciser. Refaire une période d'études, ça marche pas. Ok, et donc du coup, tu sors de cette école de commerce que tu as fait en initial, parcours entrepreneuriat,
Exactement. Donc, Si j'ai j'ai fait bien master compris. entrepreneuriat. Donc, à côté, je commençais à avoir des petites idées. J'ai toujours voulu entreprendre. J'ai toujours essayé de monter des business. C'est Euh, c'est quoi, ça devient d'où ça, le fait de vouloir entreprendre absolument? Franchement, c'est une très très bonne question, mais je pense que c'est le côté d'une créatif. Je suis assez créatif, donc j'aime bien le côté essayer vraiment de monter des business, avoir des idées. Toute la phase initiale d'un projet, j'adore parce que tu dois essayer de partir sur des process, mettre des concepts, etc. Ok. Et globalement, c'est le fait aussi d'être mon propre patron, tu vois, de me dire que je peux vraiment monter un projet, aller dans la direction que je veux et qu'il n'y a personne qui va me mettre de barrière. J'étais un petit peu le petit con en soirée qui va te parler d'une idée révolutionnaire, qui voulait faire ça ou ça et qui va t'en parler pendant 1 heure. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est bon, Ouais. j'ai changé. Mais, et heureusement, mes potes m'ont pas trop taclé et ils ont été très cool avec moi. À chaque fois, ils allaient dans mon sens et ça, c'était cool. Alors que j'ai dû les saouler pendant je sais pas combien d'heures avec toutes mes idées de merde. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de monter 3-4 projets avec des potes différents. C'était sur franchement plein de sujets différents. J'ai essayé de monter une sorte de Tinder de la mode avec un pote qui était développeur, où on faisait une sorte d'algorithme collaboratif, où en général, tu avais des vêtements qui allaient apparaître, et en fonction de ce que tu likais, ça allait Ok. correspondre avec d'autres personnes, et du coup, tu allais recevoir les articles similaires que les autres personnes like, un peu comme Ah Netflix oui. et les séries que tu vas recevoir. C'est un algorithme Vous étiez allé collaboratif. loin quand même là sur ce Ouais, projet-là. ouais, franchement, ouais. Mais globalement, c'est toujours la phase la plus sympa, qui est celle de créer, de trouver des idées. Mais souvent, les gens, enfin, je pense que 98% des personnes s'arrêtent à la phase de la mise en pratique. Parce que c'est la phase aussi la plus chiante, c'est de mettre en pratique et c'est d'aller se confronter au marché. Mm. C'est pour ça que pendant longtemps, je me suis retrouvé à me dire, c'est génial, j'adore, je peux parler des projets, c'est sexy en soirée, etc. Mais derrière, il y avait rien. C'était dès qu'il fallait aller chercher des clients tout de suite, non, je m'arrêtais. Et c'est pour ça que j'en parlerai par la suite. Mais le projet que j'ai pu monter de HomeNext, ça a été le moment où je me suis dit stop. Je me suis dit là, marcher tout de suite. Bam. Bon, voilà, on y reviendra. Ouais, mais Mais, tu réitères et tu vois là où t'es bon, là où t'es pas bon finalement. Et l'importance de l'association aussi, c'est ça, c'est de se dire, je m'associe avec quelqu'un qui est bon là où je suis pas bon finalement et qui va pouvoir compenser mes faiblesses, etc. Et pour connaître un peu aussi Mathéo, je sais que dans l'exécution, il est pas mauvais. Donc, on voit que vous avez deux profils très complémentaires entre c'est pour ça. tous les deux et on en parlera juste après sur Omnext. T'avais quoi comme rapport avec l'argent du coup dans cette période-là? Lycée, j'ai envie de dire, études supérieures. Euh, Tes parents gagnaient bien, t'étais plutôt de manière aisée, est-ce que t'étais dans la pauvreté? T'as quoi comme rapport avec l'argent? C'est une très bonne question. Je pense que déjà, je faisais partie des 5% de l'école de commerce où j'étais le boursier avec l'échelon le plus élevé. Ok. Donc, mes parents gagnaient presque rien. Ils pouvaient pas me donner d'argent de poche, quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que j'avais le prêt. J'étais en CDI aussi à temps partiel à côté de mes études. Ça, c'est des choses que la plupart des gens en école de commerce n'ont pas vécu. Non, c'est clair. Tu vois, avoir un travail à côté ou travailler à côté, Mm. pas la peine, parce qu'il y a leurs parents qui leur donnent de l'argent et qu'ils peuvent partir en vacances sans problème. Donc j'étais chez Sandro, dans une boutique à Italie 2, et je faisais ça à temps partiel, 20 heures par semaine. Ok. Parce qu'on avait En des tant que vendeur, quoi. vendeurs, Ouais. voilà. Et c'était parce qu'on emploi du temps était très light en école de commerce, donc tu avais une faible partie des gens qui allaient travailler et une autre partie qui allait geeker, sortir, etc. Mais bon, je me suis dit, en vrai, j'ai 2 jours entiers de libre à l'ego. Et ça m'a fait un Ouais. petit salaire. Et mon rapport à l'argent, je me suis toujours dit qu'il fallait que je puisse être dans une situation confortable, du fait que je ne l'ai pas été par mon enfance et par mes parents, etc. Et donc, c'est vraiment quelque chose que je recherche, de pouvoir avoir de la liberté, le fait de pouvoir avoir acheté. Ma mère a jamais acheté de sa vie, mon père a jamais acheté de sa vie. Donc, quand j'ai acheté mon premier appartement, pour moi, c'était aussi un accomplissement. Le fait de me dire, franchement, j'ai pu le faire. Et surtout, essayer de réussir seul, de me dire que voilà, je pars de presque zéro et j'arrive à monter. Pas zéro, parce qu'il y a des gens toujours qui sont dans Bien sûr, qui mal sont que encore nous, plus mais difficiles, ouais. etc. Mais c'est clair que c'est beau quand même. C'est une ascension sociale qui est importante. Du coup, tu quittes cette école de commerce-là, Ouais. après donc ton parcours en master entrepreneuriat, et te lances dans quoi? Tu lances directement ta boîte? Alors, j'aurais pu, mais j'avais un peu peur à ce moment-là. Et j'ai choisi de faire des expériences à côté, Ok. dans des boîtes. Et c'est là où j'ai commencé à travailler dans une première boîte. C'est marrant que tu dises des expériences, tu vois. Y a souvent les premières activités, etc. Mais toi, tu l'as vu comme une expérience, donc Tout le tu temps. savais que ça n'était pas définitif. Tu savais que tu voulais pas rester dans cette boîte-là. Tu voulais juste prendre ce que tu avais à apprendre, Ouais. apprendre surtout. Ouais, c'est une question de temps. Je voulais, pour moi, arriver dans une boîte, c'était une manière de pouvoir me nourrir, vraiment manger ce qu'il fallait, mais je savais que j'allais pas rester à cette table.
tu vois, que j'allais bouger et que mon restaurant, c'est pas celui-là. C'est vraiment, il est dans une autre rue, l'autre part, mais c'est pas lui. Et donc, en l'occurrence, je voulais vraiment venir pour. C'est dur de monter une boîte quand il y en a plein qui le font et je les respecte énormément. Mais quand t'as pas vraiment vécu aussi le terrain, t'as pas rencontré du monde qui t'a appris comment utiliser certains outils, certaines façons de penser. Et c'est pour ça que la première boîte que j'ai pu intégrer, qui était privatiseur dans l'événementiel, ça m'a appris énormément sur vraiment aussi le concept de start-up, le côté d'une boîte où tout change au jour le jour. Les process d'une semaine à l'autre qui peuvent changer. On se retrouve à travailler avec des gens qui sont quand même aussi très compétents, qui ont monté d'autres boîtes, qui ont très très bien marché. Et globalement, j'ai eu voilà, les côtés positifs de la startup où c'est très sympa, il y a du monde, des gens de mon âge, où tu peux faire des soirées. C'était très très cool, l'événementiel. Surtout à l'événementiel, j'imagine que ça va être sympa, quoi. Exactement. Donc, la boîte permettait à des personnes de privatiser des lieux, des bars ou des restaurants, etc. Donc, c'était assez ludique et c'était vraiment très sexy aussi comme marché. Mais à côté, la startup, c'est à double tranchant parce que il y a pas mal de gens qui voient la startup comme l'Eldorado, l'endroit où on mange des pains au chocolat tous les matins. Il y a des corbeilles de fruits qui vous attendent. Vous pouvez venir avec vos chiens parce que c'est super sympa d'avoir des chiens dans la boîte. Et globalement, c'est pas ça. C'est aussi des heures de travail que tu comptes pas forcément parce que c'est pas carré. C'est pas comme une grosse entreprise, donc tu dois travailler plus que les autres, parfois assez tard, parce qu'on a des exigences envers toi. C'est aussi des employeurs qui en attendent beaucoup, qui vont essayer de faire en sorte que tu fasses partie du projet, que ce soit ton projet, alors que c'est eux les fondateurs, c'est eux qui ont des parts, mais toi tu dois aussi faire partie de ce projet-là. Et désolé, je change un peu, et c'est un peu relié. Ça me fait aussi penser aux gens, par exemple sur LinkedIn, t'en as toujours, qui quand il va y avoir une levée de fonds de leur startup, ils vont la partager en mode on a levé des fonds, etc. J'ai envie de leur dire non, toi t'as pas levé de fonds. C'était supérieur qui ont levé des fonds, c'est les fondateurs, c'est ceux qui ont des parts dans la boîte qui ont levé des fonds. Toi en l'occurrence, t'as aidé peut-être, lever des fonds c'est bien, mais globalement tu vas pas prendre un énorme gap de salaire grâce à ça, tu vas pas avoir grand chose grâce à ça, c'est surtout ceux qui vont être au-dessus qui vont se mettre très très bien. Et voilà, donc j'ai toujours admiré les startups, dans les startups, la façon qu'ils avaient de pouvoir créer des personnes qui sont vraiment, qui partagent le projet, mais comme si c'était leur vie. Et ça, ça a toujours été impressionnant en arrivant dans les boîtes de voir des gens. C'est hyper difficile, hein. C'est la partie finalement RH management où il faut savoir intéresser son salarié à son projet et qui peut ne pas être facile. Tu passes combien de temps dans cette boîte-là? Qu'est-ce que t'en apprends finalement? Et t'enchaînes avec quoi? Parce que je vois que t'as à peu près 4 activités avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Carrément. Alors, j'ai fait 1 an et demi, 2 ans, événementiel, Covid, ça va pas ensemble. Donc, dès qu'il y a eu le Covid qui est arrivé, nous on se rémunérait sur les événements réalisés. Donc, l'entreprise a fait comme ça, au fur et à mesure. Je me suis mis du coup au chômage partiel. J'ai été une de ces victimes, mais finalement qui n'a pas été chômage qui n'a pas été désagréable parce que j'ai pu me retrouver avec des amis et j'en ai profité pour me former aussi en immobilier. J'y reviendrai, mais ça a été à ce moment-là mes toutes premières formations. Je touche un tout petit peu à ça. Donc j'ai juste un doigt de pied dans l'eau. C'est le début. Et après, je me suis dit bon, moi j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de faire des choses. Donc je me suis dit c'est pas possible. Il faut que je trouve autre chose. Et en tant que sales, business developer, donc commercial, c'est assez facile de pouvoir trouver des boîtes parce que toutes les boîtes ont besoin de vendre leurs produits ou leurs services. Donc au final, je suis allé dans une autre entreprise qui s'appelle Skello. Voilà, ça permet à des entreprises d'avoir un agenda un petit peu automatisé. Donc c'est dans le milieu RH. Et donc je prospectais des restaurants, je prospectais des hôtels, je prospectais des bricoramas, des boutiques, tous ceux qui avaient besoin en fait d'organiser leur emploi du temps avec les RH. Et là, j'ai fait du cold calling. Donc c'est vraiment des sessions de cold call où t'appelles, tu prospectes. J'ai fait ça pendant 6 mois. Et ça doit être dur, hein. Ça doit être difficile franchement de... Waouh, ça a été... Tu dois te prendre des baffes toute la journée. Je pense que c'est la chose la plus dure que j'ai pu faire psychologiquement de ma vie, qui est de devoir créer du lien avec des personnes que tu connais pas, qui te parlent mal, et qui en ont rien à faire de ton produit ou de ton service. Et surtout de le faire de manière assez intensive et sur des créneaux qui étaient... assez large. Et donc, j'ai vraiment enchaîné les appels sur appels, etc. À la fin de la journée, comme tu as appelé plein de monde et que tu as discuté avec plein de personnes, tu n'as plus envie de parler aux gens. Donc aussi, ça crée une sorte de barrière. Tout comme, je pense, une personne qui est cuisinière, tu vois, un cuisinier ou une cuisinière, il rentre chez soi, je suis sûr qu'il doit avoir un peu la flemme de cuisiner, tu vois, parce qu'il fait toute la journée. Bien sûr. Bah, là, c'est pareil. Donc, j'avais un peu la flemme. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je fais ça pendant 6 mois. Pareil, par contre très formateur. J'ai pu vraiment apprendre beaucoup de choses, des petites techniques, tu vois, de commercial, de closing, etc. Et je me suis dit, bon, là, il faut que j'essaye de trouver un secteur qui me plaît aussi un petit peu plus et que j'arrête le cold calling. Et donc, je me suis tourné vers Craft, qui est la 3e boîte que j'ai pu faire. Et cette fois-ci, je me suis dit aussi, j'ai testé des grandes boîtes, avec entre grandes boîtes pour les startups, c'est 50, 100, 150 employés.
Et je me suis dit, pourquoi pas tester une boîte avec 5 employés, où il y a tout à faire. J'ai appris comment gérer tous les CRM, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, plein d'outils. Et je me suis dit, en vrai, autant arriver dans une boîte où il y a tout à faire et où je peux implémenter des outils, commencer à essayer de mettre en place des process et me servir de ce que j'avais appris. Et je suis arrivé chez Craft, qui est un WhatsApp pour les suivis de chantier Ok. dans les travaux publics. Aujourd'hui, qui fonctionne toujours, qui est toujours en activité? Aujourd'hui, qui cartonne et Ouais. qui a monté. Je suis arrivé, on était 5. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont une vingtaine. Ils ont levé 3 millions. Ils vont peut-être, du coup, relever. Et ils font que, enfin, leur MRR fait que d'augmenter. Donc, c'est Ok. tant mieux. Et ça ne m'étonne pas. Ouais. Parce que les fondateurs sont des personnes incroyables. Et je pense que ça va continuer de cartonner. Ouais. Et c'est un secteur surtout qui a besoin d'être digitalisé, qui est le milieu du BTP. Ouais. Des travaux publics. Et donc, du coup, tu vois pas, pour moi, ça me parle le WhatsApp des suivis de chantier. Ouais. J'ai l'impression de dire, bah ouais, mais pourquoi ils n'utilisent pas un groupe WhatsApp? Alors, c'est une très bonne question. C'est parce que WhatsApp, c'est fait pour parler comme ça, mais c'est pas fait pour traiter de la data. Ok. C'est-à-dire que à partir du moment où tu vas avoir un long échange sur un groupe WhatsApp, Ouais. par exemple, tu n'as aucun moyen de pouvoir en extraire la data. Oui. De te dire, là, j'ai envie, par exemple, de savoir la discussion qu'on a pu avoir le tel jour. Je sais qu'il a dit quelque chose d'important. Il m'a envoyé des photos. J'aimerais bien le classer. Je peux pas. Je vais devoir télécharger photo par photo. Eh oui, Les télécharger une par une et ensuite les enlever. Donc ce que eux ils arrivent à faire, c'est de se dire, ok, WhatsApp c'est easy, c'est facile à utiliser pour tout le monde, mais derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir se dire, ok, toute la journée il y a eu des discussions, on va pouvoir l'extraire facilement. Voilà. Et ils ont créé en fait comme un chat qui est facile à utiliser parce que dans les travaux publics, c'est des personnes qui parfois savent pas utiliser les portables, ils ont la flemme d'appeler, envoyer un message, donc c'est très 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 compliqué de les convertir. Ouais. Et du coup, ils arrivent à traiter toute la donnée et tu peux vraiment suivre ton chantier et faire des remontées de problèmes, créer des tâches. Enfin voilà, ils arrivent au fur et à mesure à rajouter des petites choses et c'est très pertinent sur le milieu des travaux publics. Ok, hyper intéressant. Et ces expériences, elles ont duré combien de temps à chaque fois? Parce que tu me parles de 2020, donc la crise sanitaire qu'il y a eu Ouais. sur la première startup. Ouais, j'ai fait 1 an et demi, 2 ans chez Privatiseur. Chez la deuxième entreprise qui était Skello, j'ai fait 7 mois. Ok. Ok, donc je suis parti avant la période d'essai parce que j'avais pas envie de continuer et Ouais. de rester. Et ensuite, j'ai fait Craft pendant pareil 7 mois. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu t'engages et que tu te dis bon, c'est parti, j'avance et je me mets en CDI, pour moi, c'est pas pour rester encore pendant 3 mois ou juste Oui, tâtonner. c'est pour Donc, s'engager sur une longue durée. voilà, et je savais que ça allait pas avancer. Le seul problème, c'est que forcément, j'avais besoin de pouvoir investir, et donc c'est pour ça aussi que j'avais besoin de ce CDI. Et donc en l'occurrence, j'ai pu trouver d'autres solutions, mais globalement, j'ai fait des petites périodes, et c'est à ce moment-là où je me suis dit bon, là, après Craft, l'immobilier, j'adore ça, et donc il faut que je me penche beaucoup plus dessus. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit allez, je vais faire mon premier investissement immobilier. Et donc là, tu rejoins à ce moment-là Mastéos ou c'est au moment où tu es encore chez Craft que... J'ai fait mon investissement immobilier entre les deux, juste entre les deux. Ok, J'ai réservé assez de ça temps marche. pour me dire ok, j'investis et après hop, je passe chez Mastéos. Et je me suis servi de l'expérience que j'ai eue dans mon premier achat pour arriver durant l'entretien chez Mastéos en me disant j'ai acheté déjà. Et je fait connais la un petit peu première comment ça fonctionne, etc. Ok, ça va. Mais écoute, raconte-nous ce premier investissement-là, juste avant de parler de Mastéos. Ouais. Et après, on parlera de Homenext, évidemment. Carrément. Alors, ce premier investissement, j'ai eu beaucoup de chance Ouais. parce que ça a été la toute première visite que j'ai faite. Mais non. Et Première visite. Première visite. Premier je te bien. jure. Ah ouais, c'est rare. Mais incroyable. On Ok. était deux. Il y avait mon associé Mathéo de Homenext était dessus, mais il avait une visite plus tard que la mienne. Ok. Moi, j'avais réussi à avoir une visite plus tôt, ce qui est assez rare parce qu'en général, il est très bon pour pouvoir avoir les bons créneaux de visite. Mais globalement, j'ai réussi à avoir du coup la toute première ou Ouais. la deuxième. Donc, je lui ai dit, vas-y, viens avec moi. Comme ça, au moins, tu peux regarder s'il y a des choses qui te plaisent pour toi. Donc, il est venu à la visite. Et là, c'était en fait une famille qui revendait tout un immeuble Ah entier. oui. Donc, en fait, je me retrouve à avoir un projet de fou sur la première visite. Et en plus de ça, c'était un immeuble avec genre 15 lots. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pu avoir le choix entre 15 appartements. Et c'était à Ivry-sur-Seine, à côté de la ligne de métro Mairie d'Ivry. Et donc, je me suis dit, allez, c'est parti, j'ai visité, j'ai pris le meilleur. C'était un appart en plus qui faisait 16 mètres carrés et demi sur le papier. Ok. Mais en le visitant, je me suis dit, c'est pas possible, il fait plus. On peut faire un T2 dedans. Donc, c'était impossible. Donc, je me suis dit, ils se sont gourés. Donc, je vais l'acheter au prix de 16 mètres et demi, et après je vais remesurer, et on va voir. Et donc, ça s'est avéré vrai. L'appart faisait pas 16,5, il faisait 19,5. Et Donc, 19,5, tu peux faire un T2? hein, ouais. Ah ouais, ok. Moi, je fais des T2 dans des 19,5, ouais. Si Ok. jamais l'appart est bien agencé, ça Ouais. dépend de la configuration, vraiment. Des murs Ouais. qui peuvent être pétés ou non, et des fenêtres.
Et à partir de ce moment-là, tu peux faire quelque chose qui peut être très sympa, Wow. avec des cloisons. Et Énorme. franchement, et j'ai que des bons retours, les gens se sentent bien dedans, enfin voilà, c'est quand même à l'aise. Ouais. Donc franchement, ouais, tu peux. Et donc j'ai avancé sur ce projet, j'ai fait une offre. Je suis allé chercher les financements directement en apprenant sur le tas et au fur et à mesure, tout s'est fait et j'ai réussi à le signer. Puis ensuite arrivé chez Mastéos à ce moment-là. Ok, cet appartement, tu l'exploites comment? En location courte durée, location meublée classique? Alors c'est un appartement Airbnb. Ok, Ok, moi donc je en fais location courte durée. ouais, courte durée. Excuse-moi, moi je fais que de la courte durée Ouais. aujourd'hui parce que c'est ma Sur tous stratégie. tes investissements? Sur tous mes investissements. Ok. Ouais, parce que je sais que la législation va changer. Les Airbnb, les gens sont de plus en plus à taper dessus. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Par contre, c'est ce que je disais aussi à mes clients, on en parlera de chez Mastéos, mais il faut prendre en considération la longue durée dans un investissement. Il ne faut pas faire de projections en courte durée parce que Évidemment. tu sais pas ce qui peut se passer. Et c'est pour ça que dans toutes mes projections, je me suis toujours basé sur la longue durée. Et après, si jamais je peux faire de la courte durée, tant mieux, je le fais. Je gagne de l'argent, je fais du cash et après, derrière, je peux remettre en longue durée. Oui. Parce que si jamais il y a un problème, tu peux vite te retrouver dans la merde et il y a beaucoup de personnes qui parfois font des projections tu vois, un peu surévaluées et c'est pas top. Ouais, Et c'est en dans le même temps- viseur des politiques, la location courte durée, ils tapent de plus en plus dessus, juste au titre oui ou non, j'en sais rien, peu importe, et c'est pas le but du podcast de donner son avis sur ça, et pour le coup, franchement, j'en ai pas d'avis, et je pense qu'on ne maîtrise pas assez, on n'est pas assez dans les datas, les données pour donner vraiment un avis sincère et concret, mais par contre, de ce que je vois, c'est qu'il faut faire vraiment attention, et ce que tu dis, t'as totalement raison, à chaque fois qu'il y a un mode d'exploitation qui tourne bien ou qui génère du cash, etc., c'est ciblé, donc soit il y aura une imposition qui sera différente, soit il y aura des autorisations très importantes à demander, et on voit sur Paris, c'est déjà le cas, c'est déjà plus difficile de demander la commercialité pour louer un Airbnb sur un appartement, de demander le numéro d'enregistrement, etc. À Montpellier aussi, c'est le cas, hein, il y a beaucoup de difficultés dans certains quartiers pour avoir le numéro d'enregistrement. Et aujourd'hui, il est donné sur 3 ans renouvelable une fois, mais on ne sait pas ce qui va se passer au bout des 6 ans, puisqu'il n'y a personne qui est arrivé pour l'instant au bout des 6 ans. Donc, est-ce que ça sera totalement interdit? Plus de numéro d'enregistrement, et du coup, il faudra le rebasculer en location longue durée. Dans ce cas-là, il faut que oui, ça soit quand même rentable en location longue durée, quoi. Et qu'on n'ait pas mis tous ces billes dans la... C'est pour ça. Et moi, je pense que ça va se jouer au nombre de jours. Ok. Parce qu'en fait, à partir du moment déjà où tu limites le nombre de jours, tu mets de gros bâtons dans les roues pour les investisseurs. Ouais. Parce En que mode 150 jours max ou 200 bah oui, jours là, max. à ok. Paris, par exemple, c'est 120 jours. Mm. Tu sais qu'un logement, moi, dans le logement, les logements que j'ai actuellement, tu me dis que je dois faire que 120 jours. Je peux pas. J'arrête la courte durée, tu vois. Ouais, t'es pas rentable. Non. T'es plus rentable en location Pas longue assez, durée tu par vois. rapport à... Avec tous les coûts et toutes les charges, parce que Évidemment. la location longue durée, ça engendre aussi beaucoup de charges. Les gens en parlent pas, mais électricité, l'eau, enfin tout ce que tu peux avoir à côté, c'est énorme. Les abonnements téléphoniques, etc. Oui. Donc voilà, c'est des Il y a choses. les auxquelles faut faire ménages, attention. les entrées, les sorties, etc. C'est ça. Et puis c'est une gestion qui est quand même beaucoup plus chronophage qu'une location longue durée, quoi. C'est pour ça. Ouais. Donc je pense que en effet, le bon plan, c'est de pouvoir avoir des hébergements hôteliers où tu es nos limites. Mais aujourd'hui, ça devient très compliqué de pouvoir les obtenir, comme tu le disais, avec la mairie. Tu as parlé de quelque chose qui est important, qui est le ménage. En l'occurrence, ça a été un calvaire pour moi, parce que je suis passé par une conciergerie au départ avec mon premier bien. Donc je me suis dit, conciergerie, délégué, vous vous occupez de rien, vous touchez vos loyers, c'est très bien. Et derrière, ils prennent 20%, tu vois. Ouais. Donc je me suis dit, c'est génial, sur le papier, c'est formidable, tu vois. Parce que moi, j'avais pas envie de m'en occuper. Je me suis dit, je vais pas me prendre la tête sur un investissement. C'est pour être passif. On en revient encore une fois, c'est jamais passif. Et globalement, donc je suis passé par une conciergerie. Et le problème des conciergeries, c'est que elles ont du chiffre à faire. Leur objectif, ça va être de louer ton appartement. Peu importe le nombre de nuitées qu'elles vont faire, peu importe le montant auquel elles vont louer, le but, c'est vraiment de louer ton appartement quoi qu'il arrive. Ouais. Donc elles vont mettre des et prix. surtout, peu importe à quel type de profil. Ah, exactement. Parce que c'est ce qui te coûte cher, c'est les très mauvais profils qui vont saccager ton appartement ou vraiment les abîmer, etc. Et finalement, elle s'en fiche. Pour elle, le c'est ça. revenu est le même. Exactement. Et pareil, elles vont brader les prix. Parce que elle, une nuit qui est à 40 €, une nuit à 60 €, bah, elle s'en fiche. Parce que elle, si elle met à 40 €, c'est déjà très bien. Elle préfère avoir 40 que 0. Mais nous, à mettre ton logement à 30 €, 20 € la nuit, bah non. Tu vas pas accueillir des personnes qui vont saccager ton appart, etc. Il n'y avait pas de filtrage, donc je me suis retrouvé à avoir de nombreux problèmes avec des locataires, avec des choses cassées. Il y a un mec qui a mis une droite dans ma télé, par exemple, des choses brûlées. Il fumait dans l'appart. Enfin, c'était vraiment Il n'importe devait quoi. être en train de regarder un match du Paris Saint-Germain. Il s'est dit, allez hop, bam. Ça aurait pu. Franchement, ça, ou une dispute de Peut-être hier couple. soir, c'était ça le match. Une dispute de couple. Et Ouais. comme t'as pas la main là-dessus, en fait, tu reçois juste les nouvelles. Je reçois un message en me disant, Gilles, elle coûte combien ta télé? Je fais quoi? Pourquoi? Mais il me dit, Elle est un peu tiens, cassée, il là. m'envoie une photo défoncée.
Et je sais pas ce qui s'est passé et je peux même pas savoir l'histoire parce que derrière, je ne maîtrisais pas. Donc déléguer, c'est bien, mais il faut faire attention. Et comme c'était un enfer avec la conciergerie en l'occurrence, le ménage pas fait, les gens arrivaient, c'était horrible à Oh là 18h. là, ouais. T'arrives, t'as envie d'avoir un Airbnb, c'est pas fait. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je m'occupe de tout. Et j'ai tout automatisé. Après, franchement, une conciergerie, pour en avoir eu une, tu vois, c'est Ouais. hyper difficile à gérer. On le voit. Et quand on fait les choses bien, surtout, c'est ultra, ultra, ultra difficile. Bah ouais. Et ça, qu'il y a des fois, t'as été tenté de faire les choses un peu moins bien et de dire, bah, de toute façon, franchement, ça passera. Le propriétaire, il le sera pas, etc. Et c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir cette vision-là et c'est pas du tout, c'est pas du tout une vision sereine et pérenne sur le long terme. Mais malheureusement, c'est tellement difficile que il faut savoir le gérer. Et en plus, ils prenaient 20%, c'est pas cher, franchement. Nous, on prenait 30, tu vois. C'est pour ça. Donc, franchement, des fois, il vaut mieux payer un peu plus, un peu plus cher. Ou alors, comme tu le dis, et je pense que c'est aujourd'hui ce que tu fais, dire je le gère et je délègue moi-même, personne par personne. J'imagine que tu fais pas le ménage de tes Airbnb. Non. Tu as des femmes de ménage, etc., mais que Ouais. tu gères en direct. Ouais, j'ai une équipe de ménage, ouais. J'ai une équipe de 3 personnes Ok. qui. T'as combien de lots là, actuellement, en location courte Aujourd'hui, durée? j'ai 4 lots en 4 lots, location courte ok. durée, ouais, qui tournent à plein régime. Là, Qui je sont les ai proches de lancés. Paris? Qui sont proches de Paris, exactement, et qui ont entre 80 et 95% de taux de remplissage. Ok. Donc, en général, ça met 3 mois pour pouvoir se lancer. C'est pour Ouais. ça que c'est ce que je dis aussi à chaque fois aux gens. C'est que le Airbnb, il faut faire juste attention parce que tu as toujours une phase où tu lances ton logement, où il y a le temps que l'annonce se mette en place. Il y a le temps d'avoir des résas, le temps aussi de t'aider des commentaires, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réservent pas quand tu n'as pas de commentaires. Et donc, tout ce laps de temps, c'est du temps où tu vas devoir sortir de l'argent sans rentrer. Donc, en général, il faut compter 2-3 mois pour pouvoir être vraiment assez bien et bien démarré. Et donc pendant 2-3 mois, il y a quand même des mensualités qui vont tomber. S'il n'y a pas de différé, etc., ça peut être compliqué. Donc il faut toujours bien anticiper. Ok. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler d'un projet type? Tu vois, un des projets qui a bien tourné sur les 4 là. Ouais. Prix d'acquisition, travaux, comment ça s'est passé, etc. Et quelle rentabilité tu as aujourd'hui par rapport au pourcentage de taux de remplissage, etc. Quel cash flow tu as par rapport à quelle gestion de temps? Tout. Sur un projet pour que ce soit concret pour un de nos investisseurs, tu vois, ou un des investisseurs qui écoute le podcast, qui se dit ouais, moi j'aimerais bien me lancer dans la courte durée. Est-ce que ça va le jour ou la chandelle? Ouais, alors c'était mon 3e bien. Ok. Ça a été le plus petit d'ailleurs. C'est marrant parce que c'est le plus petit, le plus rentable. Ok, il Voilà. fait combien de mètres carrés? Il fait 14,4. 14,4 Ouais, mètres carrés. Ok. 14,4 mètres carrés. Donc c'est un bien que j'ai pu trouver grâce à un apporteur d'affaires, parce que tu le sais, en immobilier, on se fait un réseau aussi au fur et à mesure, en ayant des relations et en discutant avec les personnes et juste en prenant des petits cafés. C'est très, très important de garder toujours un réseau et rester en bon terme avec les gens. Et en l'occurrence, je fais ça aussi avec les agents avec qui je travaille. Donc il y en a un qui m'a proposé ce bien-là, qui était vraiment pour moi super intéressant, parce qu'il était aussi dans l'immeuble dans lequel j'avais pu acheter le premier. Donc c'était vraiment top. À ce moment-là, je me dis, bon, c'est parti, j'avance. Le bien, j'ai pu l'acheter à 85 000 euros. Ok, 14 mètres carrés, 85 000 euros. Exactement. Donc, pour l'instant, petite surface. Je pense que tu peux en trouver aujourd'hui le même 95, 100, etc. Ok. Mais voilà, il y a beaucoup de travaux à faire et les travaux, je connais, donc ça me fait pas peur. Donc, c'est ce que j'ai pris. Donc, c'était un bien vraiment type studio, pas T2, que tu t'en doutes bien, à 14,4 mètres carrés, tout à refaire de A à Z. C'est-à-dire que le sol était comme ça, donc il fallait faire un réglage pour pouvoir faire en sorte de stabiliser le sol. Les fenêtres, il fallait les reprendre. La canalisation, il fallait tout refaire. Mais ce qui était très intéressant dans ce bien, c'est que tu avais beaucoup de rangements. Tu avais un placard Ok. qui était juste au-dessus des escaliers qui donnait sur la copro. Et donc, dans les petites surfaces, les rangements, c'est le plus important. Donc, j'avais tout ce qu'il me fallait. Rangement, un peu de luminosité, une fenêtre dans la salle de bain. C'était parfait. J'ai changé toute la position de salle de bain, cuisine, etc. Et j'en ai fait, avec des meubles sur mesure, un studio tout neuf, Génial. avec une banquette où tu peux même te poser dans un 14,4 mètres carrés. Et j'ai mis un lit pour que ça fasse vraiment chambre d'hôtel. Donc, Ok. pas de canapé lit, etc. Lit. Aujourd'hui, ce bien, donc au niveau des travaux, j'en ai eu pour, je pense, 30 000 euros Ok. de travaux ameublement. Donc tout compris avec les frais notaires, etc. Il te revient à quoi? 135 000 euros, tout compris. Tout compris. Ouais, Ok. tout compris. 135 000 Propre. euros, Ouais. c'est très très propre. Et aujourd'hui, j'ai un différé que j'ai encore pendant un an. Donc j'ai 330 euros de mensualité. Et il me génère, aujourd'hui, il génère en général 1600, 1700 euros par mois. Ah ouais. Ouais. Donc c'est énorme. Ça te fait plus Ouais. de 1200, 1300 euros de cash flow Ouais. par mois.
sur ce bien-là. Alors, tu dis 1006, c'est Parce te que j'ai génère, c'est 1006 moins les frais 1006 et après j'enlève les frais Airbnb ménage. qui sont de 15%. Ouais, Et après le ménage de ok. l'intérieur. À la Donc fin, oui, donc mais à la fin, je dois avoir dans les 1000 euros, un truc comme ça. 1000 1000 euros, euros de 1002, cash flow. Ouais, c'est beau. tu vois, C'est de beau, c'est cash beau. flow, parce qu'il y a le différé. Ouais. C'est pour ça que, Et sans différé, tu seras à combien après, hors différé? sans différé, le prêt, il va juste passer de 300 à 600, un truc comme ça, 650, tu vois. Ouais, Donc ce sera pas. Enfin, j'aurai toujours du cash flow sur ce bien-là. Et ouais. c'est pour ça que c'est très pratique. Mm. C'est que c'est des biens qui t'apportent du cash. Mais encore une fois, il faut faire attention parce que le cash à l'instant T, c'est très bien. Ouais. Mais derrière, tu capitalises pas. Parce que Aujourd'hui, comme si tu le rembourses revends, pas- tu le revends combien? Si je le revends, aujourd'hui, je ferai pas de gros bénéfices Ouais. dessus parce que j'ai mis beaucoup dans les travaux. Et par rapport à la localisation, c'est pas parce que je fais 30 000 euros de travaux que je vais pouvoir le vendre 30 000 euros plus cher. Ouais. Et je pourrais le vendre à voir, mais je pense que je pourrais le revendre. Si je pourrais le vendre bien, mais en produit d'investissement par contre. Oui, en premier investissement En avec Airbnb. voilà, mais imaginons que le Airbnb soit plus possible là où t'es. Ouais. Combien tu le revends sur un produit pour quelqu'un qui achète pour pas y vivre, parce que t'achètes normalement pas un 14 mètres carrés pour y vivre. Enfin, quoique, à Paris Ah, peut-être. ça je pense que ça peut partir à 120, 120? 120 000 euros. Ok. Étant donné qu'il a été refait, tu vois, vraiment refait à neuf, le truc est tout clean et que avec des bonnes finitions, c'est bien fait. Et surtout mes apparts, j'essaie de créer un effet coup de cœur. Ça, il y a plein de gens qui le font pas, je comprends pas pourquoi. Ouais. Tu te retrouves toujours à avoir des annonces avec des photos floues sur Ouais. Airbnb. Et je me dis, mais pourquoi? Moi, je suis content parce que je me dis, c'est génial. C'est clair. Les gens sont Ça te à fait moins côté. concurrence. Bah, mais c'est parfait parce que Ouais. les personnes après ils vont regarder les autres et ils voient mon appart et ils se disent bon bah parfait. Mais moi je me fais des rénovations un peu plus haut de gamme pour faire quelque chose qui tape dans l'œil, coup de cœur, et au moins les gens arrivent et ça se ressent aussi sur les notes. Du coup j'ai des bons commentaires, je suis super haute, tous mes logements sont coup de cœur et ça va faire que ramener du monde Ouais. avec des prix à la unité qui sont aussi plus chers. Donc je comprends pas l'intérêt de juste se dire je fais moins de travaux mais derrière t'as moins de résa, moins de taux de remplissage et surtout à la revente bah, il va être déglingué, tu vas devoir refaire des travaux et surtout j'ai pas envie de me faire chier dans 2 ans à refaire le sol, tu vois. Est-ce que t'as beaucoup d'usure sur ces Très appartements-là? bonne question, très bonne question. Ouais, ça va beaucoup plus vite en Airbnb, notamment L'usure des avec les biens? valises par Ouais. exemple. Les traces de valises sur le sol, ça va Sur les ça- plaintes, etc. sur les plaintes, sur les murs parfois. Donc ça, faut passer une petite gomme. T'as une gomme qui peut enlever les traces sur Ok. les murs, une petite gomme magique. Voilà, après tu prends les petites astuces au fur et à Ouais. mesure, mais ça peut arriver. Et après globalement, tout ce qui est cassé, Airbnb le rembourse. Donc si c'est des meubles, l'assurance Airbnb est top, donc ils peuvent te rembourser. Tu passes que par Airbnb? Ouais, j'ai essayé Booking, mais c'était pas mon truc. Ah, Ouais. franchement, j'ai eu que des problèmes. Déjà parce que tu peux pas voir les commentaires et les notes des voyageurs. Ok. Et ça, pour moi, c'est primordial. Sur Booking, tu vois pas qui tu as chez toi. Et la seule fois où j'ai pris des gens de Booking, ils ont défoncé ma télé. Donc je me suis dit, tu sais quoi et en plus de ça, j'ai pas pu être remboursé. Donc Ah ouais. une télé à 450 balles, genre. Ouais. Parce que je me suis dit, bon, c'était cette fois-ci, c'est un de mes plus grands logements parce qu'il fait une 30aine de mètres carrés, ce qui est grand pour moi qui suis habitué aux petites surfaces. Et j'ai fait 4 personnes, etc. Et c'était tout parfait. Et au final, Booking ne m'a pas remboursé. Ça a été une galère sans nom. Donc je me suis dit, je capitalise aussi sur. Je préfère avoir plein de commentaires sur Airbnb et des annonces très puissantes sur Airbnb plutôt qu'avoir les deux où c'est un peu bancal. Ouais, mais c'est marrant parce que c'est vrai que tu pourrais vachement optimiser avec un channel manager par exemple, et le fait de dire bah, je suis sur plein de plateformes parce qu'il y a Booking, il y a Airbnb, mais il y a aussi plein d'autres plateformes qui sont utilisées surtout à l'étranger, et j'imagine qu'à Paris il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger, donc c'est marrant de voir que tu pourrais encore optimiser plus et avoir un taux de remplissage qui explose et ton prix à la nuitée aussi. Derrière, parce que c'est vrai que Airbnb, moi je trouve que c'est assez. Après, ça dépend des secteurs, mais nous, je sais que dans le sud de la France, il y a des années, Airbnb était premier, tu avais 80% de tes réservations, c'était Airbnb. Il y avait beaucoup d'années où on avait 20-25% finalement de réservations, enfin il y a 2 années du coup, en direct. Donc ces réservations-là, bah, tu n'as pas de frais de plateforme. C'est le même prix que sur la plateforme quasiment, à quelques euros près, mais toi tu as beaucoup plus de marge du coup. Donc ça, c'est quand même plus intéressant. Ouais. Et en même temps, bah, les gens, tu les fidélises. Et tu as une relationnelle où ils ont réservé chez toi. Ils n'ont pas réservé chez Airbnb pour un Airbnb, où ils ont l'impression, là, on a l'impression de venir dans un Airbnb, tu vois. C'est un peu différent. Et ben c'est très très pertinent ce que tu dis, et je pense qu'en effet, ça doit marcher pour des personnes qui ont leur cible, qui se retrouvent majoritairement sur Booking ou il y a une partie qui est sur Booking. Ouais. Mais c'est aussi parce que moi, je préfère connaître toutes les règles d'Airbnb parfaitement et avoir un compte qui est vraiment tu vois, Et assez boosté puissant à 200%, et boosté à 200% sur Airbnb, Ok. ce qui va me permettre d'avoir un bon taux d'emplissage plutôt que d'avoir Booking
Booking et de découvrir les choses au fur et à mesure. Je m'explique. Par exemple, sur Airbnb, tu as des règles, notamment par rapport à quand il y a des dégâts qui peuvent survenir sur des appartements. Il y a certaines règles à respecter. Il y a certaines choses qui vont évaluer ou non, qui vont pencher en ta faveur ou non. Donc, il y a certains process à implémenter qui ne sont pas les mêmes sur Booking. Ah non, c'est clair. Mais toutes les plateformes sont différentes. C'est pour ça. Alors que là, je peux dire à mon équipe de ménage, par exemple, eux, ils ont pour obligation, ce qu'ils font, c'est qu'ils doivent faire une vidéo à chaque fois qu'ils ont fait le ménage où ils disent la date et le jour au début de la vidéo. Comme ça, si jamais il y a un problème, c'est filmé. Parce qu'il faut partir du principe que sur Airbnb, si jamais il y a des dégâts, par exemple juste le ménage qui n'a pas été fait, que les personnes arrivent sur place et qui te disent « Oh bah le ménage n'est pas fait », si jamais tu n'as pas de preuve pour prouver que le ménage a été fait, ils partent du principe que ça n'a pas été fait. Et donc tu peux te retrouver, c'est déjà arrivé, des personnes qui arrivent, le logement, le ménage est fait, c'est tout clean, ils le salissent. Ils vont te mettre des cheveux, des petits trucs un peu dégueux, un truc sur plan de travail. Ils vont faire des photos de partout. Ouais, ils font des photos de partout, ils arrivent. Et j'ai eu Airbnb qui m'a appelé et qui m'a dit alors voilà, les personnes sont arrivées, ils veulent le remboursement de 30% de leur première nuitée. Ils veulent annuler les 2 autres nuitées où ils sont. Ils veulent partir demain. Et ils veulent aussi être remboursés des frais de ménage. Donc là j'ai fait alors pas du tout. Ils ont commencé vraiment à me le prendre sur mon compte. Donc là j'ai appelé une responsable, etc. Et heureusement j'avais la vidéo qui montrait l'appartement tout clean, dans un bon état, et ça m'a permis d'éviter d'avoir ces merdes-là. Donc t'as gagné. Donc, j'ai gagné, bien sûr. Qu'ils n'ont pas été payés. Bien sûr, et ils m'ont en plus payé les nuits sur lesquelles ils devaient rester, la nuit le lendemain, et les 2 nuits suivantes, tu vois. Donc au final, c'est eux qui se sont ils ont été de mauvaise foi, ils ont voulu griller le truc, et on se rend compte, en plus c'est bizarre, quoi. Ouais, et on en parlait avec Mathéo, mon associé qui a aussi des Airbnb, on se rend compte vraiment que l'humain, il est pas toujours de bonne foi, tu vois. Et vraiment, faut se protéger à fond parce qu'il y a des personnes. Surtout du moment qu'il y a de l'argent en jeu. Waouh. Mais sur Airbnb, tu trouves des pépites. Il y a des personnes, c'est vraiment impressionnant. J'imagine, tu dois en voir beaucoup. C'est pour ça. Si on revient sur Mastéos, du coup, carrément. sur cette aventure-là, est-ce que tu peux nous dire comment déjà tu rentres chez Mastéos ? On a vu du coup avec ce passage-là que tu as une grosse appétence pour l'immobilier et que j'imagine que tu vas apprendre plein de choses chez Mastéos dans l'immobilier. C'est quoi ton rôle chez Mastéos ? Comment tu y rentres ? Je te laisse sur ça. Alors, pourquoi Mastéos ? Parce qu'en fait, il n'y avait pas énormément d'entreprises qui étaient dans le secteur de l'IMO et de l'investissement locatif. Et je me suis dit, là, j'ai pu faire un premier achat, mais il faut que je scale, il faut que je monte en compétences et que j'arrive à pouvoir vraiment maîtriser d'autres formes d'investissement, qui peut être sur de l'écologue, peut-être sur de l'immeuble, sur du marchand, etc. Et pour ça, il faut que je me fasse un réseau et il faut que je rencontre des personnes qui sont experts là-dedans et qui s'y connaissent. Et surtout, que ce soit mon métier. Et donc, j'ai regardé, j'ai vu une annonce conseiller en investissement locatif chez Mastéos. Ils sont très forts en marketing. Donc, je voyais aussi que c'était bien fait. Ils étaient dans des locaux à Saint-Paul. Donc, ça vendait un petit peu du rêve. C'était très bien. J'ai fait un entretien. J'ai pu être sélectionné. Donc, je me suis retrouvé à être conseiller en investissement locatif chez eux. Donc, qu'est-ce que c'est ? Déjà, Mastéos, pour le rappeler aux gens qui ne le savent peut-être pas, c'est de l'investissement clé en main. Donc, nous, ça nous permettait d'accompagner en fait des clients de A à Z dans leur projet d'investissement. Donc, on faisait la recherche du bien, les travaux, l'ameublement, et on pouvait faire la gestion. Donc, il y avait des personnes qui, de leur canapé, pouvaient investir, tout simplement. Moi, je conseillais des clients, donc dans toute la France. Donc, j'avais une personne qui faisait une demande en disant j'ai 300 000 euros à emprunter, je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas où investir, je vais appeler Mastéos. Et donc, moi, j'étais la première personne qui l'avait au téléphone. Et donc, à ce moment-là, j'avais le mec qui me disait j'ai 300 000 euros, je fais quoi ? Et donc, en fonction de ce que je lui posais comme question, c'était très intéressant parce que ça me permettait aussi d'être avec de l'humain, des vraies personnes, pas juste du B2B, c'était vraiment du B2C, et avec leur projet de vie, ce qu'ils voulaient faire, etc., moi, je les orientais vers des investissements soit risqués, soit patrimoniaux, en fonction des villes aussi. Certains voulaient du patrimonial, Bordeaux, d'autres de la grosse renta, parfois à Marseille, il y avait des choses à faire. Donc voilà, donc je devais m'y connaître dans pas mal de villes différentes. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre vraiment en compétence et à l'appliquer sur moi-même, tout ce que j'apprenais. Et je me suis dit, allez, j'ai acheté un 2e appart, un 3e et un 4e pendant l'expérience chez Mastéos. Et ça a été vraiment ultra bénéfique. Ils m'ont rendu un énorme service parce que déjà, ils m'ont offert un CDI qui m'a permis de pouvoir vraiment lever. Ils m'ont offert beaucoup de compétences. Et surtout, le début de Mastéos, quand j'y étais, que c'était l'âge d'or, c'était parfait. Il y avait combien de salariés au moment où tu es rentré ? 300, je crois. Ah oui, donc il y a pas mal quand même. Ah oui. Ouais, on était au total, il y a eu 450, c'est ça ? Ouais, exactement. Et les sales, on devait être, je pense, une trentaine, quarantaine, un truc comme ça, de conseillers. Enfin, on dit sales, mais c'était des conseillers. Donc voilà, tout s'est bien passé. Je me suis dit, ok, pour l'instant, c'est parfait. Je commence à prendre du gap. Et le marché s'est effondré. Et Mastéos a pris un coup.
Tu penses que Masteros aurait quand même été performant dans un marché où un marché 2020-2021? Ouais. Tu penses que ça aurait continué à marcher, Masteros? Ouais, s'il n'y a pas eu la crise, je pense que ouais, ils auraient pu passer. Il y aurait eu des problèmes. Ouais. Je pense qu'il y aurait eu du dégât en interne parce qu'il y avait certaines choses à améliorer. Mais globalement, par rapport à ce qui avait été déjà fait, c'est aussi pour ça que les investisseurs les appuyaient. C'est parce que les investisseurs croyaient en leur projet et qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et je pense qu'ils auraient pu vraiment aller très très loin. Ils auraient pu être rentables? Je pense que ça aurait pu le faire à terme. Peut-être pas que sur l'investissement. Ça aurait pu le faire sur les travaux, grâce aux travaux. S'ils avaient beaucoup plus axé sur les travaux par la suite, qui auraient généré beaucoup plus de revenus, je pense, pour eux, mais ça aurait été parfait parce qu'ils auraient pu faire rentrer des clients au tout début, et après, le client est déjà converti sur la phase travaux, parce que c'est très facile de closer un client si tu l'as déjà signé sur la phase de chasse, sur les travaux. Ouais. La plupart prennent l'ensemble, prennent le package global, quoi. C'est pour ça. Donc ça aurait pu le faire, mais le seul problème, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où tu lèves des fonds, et notamment des sommes qui sont aussi grandes, ça peut être des 20 millions, 30 millions, non, ça va aussi pour des petites, mais dès que tu lèves des fonds, tu veux aller vite. C'est le but de la croissance. Tu dois aller vite même. Tes actionnaires maintenant, t'es dilué, donc tes actionnaires, ils veulent que t'ailles vite. Voilà, t'as un flingue sur la tempe et t'as pas le choix. Tu dois courir, même sprinter. Et le problème, c'est que qui dit courir et sprinter, dit qu'il faut que t'aies beaucoup plus de personnes qui puissent t'aider à courir et donc que tu recrutes en masse. Et c'est ce qui s'est passé. Ils se sont retrouvés à recruter énormément de personnes, tout comme les autres startups qui lèvent des fonds en un temps record. Et donc, quand tu recrutes du monde, tu as des CDI. Des CDI, ça te coûte de l'argent, donc beaucoup de charges fixes. Et le problème, c'est que si jamais tu n'as pas cette trend qui continue d'avancer et que tu n'es pas toujours en hyper-croissance, tu te retrouves à avoir des sales que tu vas payer une fortune et qui font plus de performance. Et du coup, ils te rapportent plus de thunes, mais tu dois quand même les payer. Et à ce moment-là, tu brûles. Et tu as du cash burn. Et c'est pour ça que je synthétise, mais globalement, c'est pour ça qu'il faut faire super attention à ça. Et c'est qu'en interne, ça fait aussi des dégâts de manière RH. C'est-à-dire que, comme ils avancent très très vite, ils sont obligés d'avoir des managers. Ils sont obligés d'avoir des personnes qui managent les équipes. Et dans les startups, c'est souvent le cas. Tu as des personnes qui sont déjà depuis longtemps à l'ancienneté. Tu es obligé de les faire monter. Parce qu'ils vont te dire, si jamais tu me fais pas monter, je me barre. Et donc à ce moment-là, toi qui voulais mettre quelqu'un de très compétent, qui a été formé en management et de le faire rentrer, tu peux même pas le faire rentrer, puisque si tu le fais rentrer de l'extérieur, les gens vont se barrer en interne. Et donc ça pousse les boîtes à faire monter des personnes en management qui sont pas compétentes, qui aiment pas ça. Et ça crée des gens qui ont jamais managé de personnes, qui ont eu personne à manager. C'est un travail, tu vois, le management. C'est clair. Et donc, c'est très compliqué. Et tu penses pas que... moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème de fond, tu vois, chez Mastéos, et où le fondateur était un génie marketing. Je l'ai dit plusieurs fois dans un podcast, dans différents podcasts, mais où j'ai l'impression que finalement, derrière, c'est une coquille vide. C'est-à-dire que le mec, il a même pas réussi ses propres investissements. Il s'est dit, je vais faire un projet. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et finalement, tu vois, je me disais souvent, j'ai pas envie de le rencontrer, Thierry Vignal, parce que je pense que j'ai rien à échanger, à dire avec lui. Mais là, j'ai envie de savoir si c'est vraiment un coup monté comme ça, un peu en mode, écoute, on va faire un truc de fou. Mais en soi, la rentabilité de Mastéos, pour moi, elle n'y arrivera jamais, ou elle était trop compliquée à attendre. Je sais pas, c'est difficile à savoir, à comprendre. Mais je le vois vraiment comme le mec qui a génie marketing, il a échoué ses investissements, il s'est dit je vais monter une boîte dans l'investissement locatif, on va se régaler, on va s'amuser. Et d'ailleurs, il a fait un podcast sur My Sweetimo où il en parle comme ça, où il dit bah voilà, c'était le jeu, on a essayé, on a tenté. Ouais, mais sauf que mec, l'impact il est quand même énorme sur ce que tu as fait. Et sur ce qu'a fait Mastéos, c'est énorme. Enfin, moi je trouve que les conséquences sont graves et qu'il les a pas pris en considération. Et il a intégré des gens dans sa boîte en CDI, il a débauché des gens qui avaient des CDI en or. Il leur a proposé mondes et merveilles, tout ça pour que 6 mois, 1 an après, ça soit terminé. Ça, l'impact déjà social, il est important. Pour les investisseurs, il y en a beaucoup d'investisseurs avec qui on a parlé, qui sont vus avec des mensualités assez importantes, etc., et des projets qui n'avançaient pas. Il y a des chantiers qui ont été oubliés, des chantiers qui n'ont pas avancé. Ça, c'est aussi un impact, tu vois, je trouve grave. Et remettre en cause tout ça sur la crise économique qu'on est en train de vivre, je trouve ça difficile parce que ça aurait pu se laisser on voyait que ça allait tourner de cette manière-là et ça aurait pas pu être plus prospère que ça l'était en 2020-2021 et ça aurait été difficile pour moi que je pense que Mastéos continue et j'ai l'impression que Mastéos fonçait dans le mur quoi qu'il arrive et on l'avait annoncé nous il y a 1 an quand j'avais rencontré Mathéo et qu'il m'avait dit mon collègue qui travaille chez Mastéos etc. Ouais, c'était il y a 1 an quand on s'est rencontrés je crois quasiment c'est ça. Il y a 1 an et je lui ai dit mais moi Mastéos je comprends pas comment il fonctionne, il y a un truc comment ils peuvent ne pas être rentables, comment ils ont besoin de lever autant de fonds alors qu'on a
un principe de service. Comment ils embauchent autant de personnes aussi rapidement? Quelque chose qui va aussi vite, alors que l'immobilier, il y a un temps d'inertie qui est énorme et voué pour moi à l'échec. Alors, déjà par rapport à ce que tu as dit sur Thierry Vignal, c'est une personne qui est vraiment tout à fait respectable parce que à partir du moment où tu as quand même monté une boîte qui a 450 salariés et un projet avec autant de clients et qui a réussi à lever autant de fonds et qui tient quand même la Hmm. route, voilà, c'est que c'est pas une Ça personne. veut dire qu'il tient quand même la route. Non, mais par rapport au moment Ouais, avant la crise et quand il n'y avait ouais. pas les problèmes, etc., ils avaient le vent en poupe. Enfin, sur les chiffres qui étaient donnés, Bah, tu avais quand même. ouais, mais par rapport au montant que tu lèves, demain tu lèves la même chose, tu fais la même chose. Alors pourquoi? Parce Par contre, c'est un génie alors, marketing. Je suis d'accord avec toi que ce qu'il a fait et parler aussi bien avec les business angels, etc., arriver à lever autant d'argent comme ça, je suis d'accord avec toi, tu vois, c'est du génie. Hmm. C'est un génie Alors, marketing. pourquoi? Parce que tu as aussi. Alors, faut savoir que c'est pas parce que tu lèves des fonds que tu vas être rentable rapidement. Ah Tu as non, des mais c'est boîtes clair. aujourd'hui voilà, qui ont levé des fonds, des fonds d'ailleurs qui ont levé beaucoup de fonds et qui sont toujours pas rentables depuis très longtemps et qui n'arrivent pas à trouver la risque de rentabilité. Je pense que la stratégie aussi de Mastéos, c'était de lever pour aller dégommer un marché, conquérir un marché. Et en fait, le fait d'être premier sur ce marché-là et de réussir à le récupérer plus vite que les autres, ça aurait mis des bâtons dans les roues sur les autres et ça aurait pu mettre les autres sur le côté. Et je pense que c'est à ce moment-là où il y aurait eu un revirement de situation et où les autres auraient pu se retrouver un petit peu plus dans la merde et où Mastéos aurait pu prendre des parts de marché qu'ils n'auraient pas pu avoir avant, notamment via l'Europe, via des pays à Bien sûr. Ouais, l'international, ouais. avec l'Espagne qu'ils avaient commencé, etc. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. Après, en effet, il y a eu des dommages collatéraux avec les levées de fonds. C'est comme ça aussi dans de nombreuses boîtes. Je pense que le business model du clé en main est très compliqué C'est parce clair. que c'est comme ça pour toutes les boîtes. Tu n'as aucune boîte aujourd'hui en clé en main qui roule sur l'or et qui cartonne et qui se retrouve à faire toutes les villes d'Europe. Tu vois, je peux pas en citer une seule qui a fait ça. Ah non, mais c'est Parce, aucune. parce qu'en fait, elles essayent de maîtriser toute la chaîne de valeur. Et à partir du moment où tu essayes de tout maîtriser, tu peux pas tout faire bien. Donc, tu as forcément des problèmes dans des parties de la chaîne de valeur. Et quand tu fais de l'achat, de la rénovation, de l'ameublement et de la gestion, Mais quand tu veux scaler la rénovation, alors que la rénovation c'est duplicable, mais c'est pas scalable, ouais, c'est-à-dire que tu fais pas la même rénovation à Paris que tu fais à Marseille, que tu fais à Montpellier, que tu fais dans le centre France, quoi. C'est pas les mêmes artisans, c'est pas les mêmes attendus en termes de finition, etc. Et tu peux pas faire la même chose partout. C'est pas pareil à l'étranger, c'est pas pareil en Espagne. Les réglementations et la fiscalité immobilière n'est pas pareil aussi en Espagne non c'est plus. pour ça. Bah, après ça, franchement, c'est des choses il faut s'adapter avec le temps, etc. Et ça peut se faire avec des experts qui arrivent et en analyse de marché. Mais c'est en effet juste le fait de maîtriser toute la chaîne de valeur. En effet, c'est un peu complexe. C'est pour ça que les personnes qui font du clé en main, souvent, je dis à mes amis de s'en méfier un tout petit peu parce qu'il faut savoir qu'il y aura une commission qui sera prise déjà sur chacun des Ah oui, c'est intermédiaires et chacun des pôles. Et donc, ça va te coûter finalement très cher sur le projet. Mais par contre, si jamais tu as envie de rien faire et rester dans ton canapé et vraiment ne pas bouger et que tu as beaucoup de thunes, bah oui, ok, c'est pratique. Ok, super. Bon, écoute, ça fait une belle parenthèse là sur Ouais. Mastéos. Tu termines comment cette aventure-là et avant de passer sur Next, comment ça se termine Mastéos pour toi? Alors, Mastéos, déjà, a pu le vent en poupe, comme tu le sais, avec le marché qui s'est passé. À l'instant T, je te parle vraiment à l'instant T, comment je me sentais Ouais. à l'instant T. Donc, on voit en fait qu'on a beaucoup plus de mal à obtenir les financements de la part de nos clients. Donc, on a beaucoup plus de deals qui se cassent la gueule. Et on se dit, bon, là, on voit que les performances sont plus les mêmes qu'avant. On a plus de mal à atteindre nos objectifs. Et un commercial qui atteint pas ses objectifs, c'est très compliqué en général de rester. Parce que psychologiquement, quand tu te donnes pour une boîte à 100% et que tu te retrouves toujours à arriver à 40, à 50 ou à 60, ça fait mal. Et donc Ouais. tu te dis, bon, je vais peut-être pas rester. Et donc c'est à ce moment-là où je me dis, bon, je discute avec Mathéo, qui est aussi mon coloc à ce moment-là. Et on se dit, bon, on a tous les deux, lui, il avait quitté son entreprise d'investissement clé en main, aussi, qui était un des concurrents de Mastéos. Et donc on s'est dit, bon, mec, on a envie d'entreprendre tous les deux. On a fait master entrepreneuriat tous les deux. Parce que faut Ok, savoir vous êtes rencontrés là-bas du coup. Ouais, faut savoir que mon associé Mathéo, qui est aussi mon coloc, je le Oui. connais depuis le collège. On a fait la même école de commerce. On est parti aussi en voyage universitaire ensemble. Donc au-delà d'être mon associé, c'est aussi un de mes potes de très 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 longue date. Ouais. Et c'est ce qui fait que on se connaît par cœur. Donc pour monter une boîte, il y a rien de mieux et qu'on est très complémentaires aussi par la même occasion. Donc ça permet de faire avancer les choses très très rapidement. Ok. Et donc à ce moment-là, on en parle et on se dit bon, on a envie de monter un projet.
comment on peut faire? On se pose dans un café, le Viaduc, à côté de Daumilly et Gare de Lyon, et on se dit, ok mec, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. On en parle à un autre de nos potes, qui était à ce moment-là aussi en mode entrepreneur, à tenter des trucs, et on s'est mis à trois, et on s'est dit, quel est le secteur, le marché qu'on connaît le mieux et où on a eu le plus de problèmes, auxquels on pourrait vraiment, enfin, les problèmes auxquels on pourrait trouver des solutions. Et c'est là où on se dit, putain, les travaux. Les travaux, mais on a eu 1000 galères. Mathéo, il a eu d'énormes galères sur tous ses projets en commençant. Moi, j'en ai eu tout le temps. Et surtout, on s'est dit, et finalement, il y a quand même pas mal de gens qui nous demandent des conseils sur les travaux. Et donc là, on a commencé à dire, ok, on part dessus. Et c'est là qu'est né Omnext. Qu'est né Omnext, exactement. Ok, super. Donc Omnext, c'est quoi la différence entre Omnext et une boîte de travaux classique? Alors Omnext, c'est une société d'architecture et de rénovation qui permet à des particuliers ou des professionnels de rénover leurs biens. Donc on va vraiment rénover tout type de biens. Ça va de l'appartement à l'immeuble, au cabinet vétérinaire, au magasin de cookies. Au commerce, j'ai vu ça, le magasin de cookies, il est magnifique. Sur vos réseaux, je l'ai vu passer. Franchement, on peut tout faire. Ouais. On a une grande équipe d'architectes et une grande équipe d'artisans. Et nous, on se doit en fait de prendre, de générer des leads pour ces artisans et ces architectes. On les apporte et derrière, on prend une rétrocommission. Mais voilà, le but d'Omnext surtout, c'est d'accompagner c'est nos clients dans leur rénovation pour que ce soit sans stress et qu'ils puissent être pris par la main et qu'il n'y ait pas de problème. Donc c'est vous l'intermédiaire du client ou c'est l'architecte, l'artisan directement? Comment ça se passe? Alors, on est le premier point de contact du client. Donc c'est nous qui allons en fait, en fonction du brief du client, dispatcher et en discuter après avec l'architecte et avec l'artisan, parce qu'il y a des architectes qui sont très forts, par exemple, pour rénover des hôtels, d'autres qui sont plus forts pour rénover des appartements d'investissement locatif. Bien sûr. Et donc l'optimisation des petits espaces, etc. Exactement. Chacun a sa spécialité. Voilà, tout comme les artisans. Tu as des artisans qui sont très très bons dans les bureaux et d'autres qui sont très très bons dans les immeubles. Et donc globalement, on va dispatcher comme ça et on va sélectionner l'artisan et l'architecte qui sera le meilleur pour leur projet et on les accompagne tout au long. On reste quand même présent dans les groupes, etc. Et voilà. Et le but, c'est vraiment qu'ils puissent avoir un devis qui soit au bon prix marché. On ne dit pas qu'on sera le moins cher. On ne dit pas qu'on sera le plus cher. On cherche juste à être au prix marché, que ce soit un devis prix juste. Et après, derrière, qu'ils puissent être quand même accompagnés s'il y a quoi que ce soit. Parce que les travaux, c'est beaucoup de problèmes. Ouais, c'est que des problèmes à gérer et des solutions à trouver. Comment vous, aujourd'hui, on vous appelle, donc déjà, sur quel secteur vous êtes et c'est quoi la roadmap client, j'ai envie de dire? Du moment où je t'appelle, Gilles, j'ai un projet, et du moment où il est terminé, c'est quoi un petit peu le processus? Alors, nous, déjà, on va être sur, globalement, l'Île-de-France et Paris. Ok. On fait presque toute l'Île-de-France et Paris et Bordeaux aussi. On a ouvert Bordeaux et Marseille, là, pour l'instant. Ça marche. Donc, on peut prendre des projets à Bordeaux et à Marseille. Ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas avoir un projet de rénovation. Tu veux Maxime qui veut rénover sa maison en Île-de-France avec 200 000 euros de budget. Tu vas nous appeler. C'est moi qui vais répondre. Tu vas me donner ton brief au téléphone. Donc, je vais pouvoir vraiment essayer de comprendre tes besoins. Ce que tu veux faire comme type de rénovation. Ce qui est le plus important pour toi. Est-ce que tu es pressé? Est-ce que c'est le délai? Est-ce que ça va être la qualité? Est-ce que ça va être la rentabilité plutôt de ce que tu vas avoir? Les matériaux, etc. Et en fonction de ça, derrière, on va programmer une visite pour venir sur place et voir ton projet. Et avec ça, on sera avec l'architecte directement sur place et on va pouvoir vraiment voir, savoir ce que tu veux faire. Tu vas pouvoir tout nous montrer. Et le but, c'est qu'après cette visite, on puisse te fournir des devis en mettant en compétition des artisans pour que tu aies le meilleur devis du point de vue de la qualité, du prix et du délai. Et après, le but, c'est que tu signes. Évidemment. Pour dire, OK, j'avance avec vous, c'est parti. Ok, et du coup, donc sur toute l'Île-de-France. Et c'est quoi un peu le budget moyen d'une rénovation? C'est difficile à dire, ça dépend évidemment du résultat et de l'attendu. C'est une bonne question. Mais c'est quoi le budget un peu moyen que vous avez sur les rénovations? Si je t'appelle aujourd'hui au téléphone et que je te dis, voilà, j'ai un studio à rénover, alors il fait un peu plus de 14 mètres carrés, un studio de 20 mètres carrés, on va dire. Il faut que ce soit haut de gamme, il faut que c'est pour la location courte durée. C'est quoi les budgets et l'indice que tu me donnes? Alors, compte tenu du marché actuel et des prix du prix des travaux qui ont augmenté, je te dirais que c'est un budget en général, on parle au prix au mètre carré, pour que tu puisses te donner une idée, c'est du 1200, 1400, entre 1200 et 1400 euros du mètre. Ok, voilà. Pour la rénovation. Pour de la rénovation. Ça va dépendre de ce que tu veux faire à l'intérieur, parce que si tu veux faire du sur-mesure, ça va être plus cher. Si jamais tu veux changer de place ta cuisine, salle de bain, ça va être aussi plus cher. Donc c'est pour ça qu'on donne des petites fourchettes, on essaye de voir un petit peu vers où ça peut tomber, et en fonction de ce que le client nous dit, là derrière, il peut avoir un devis finalisé. Voilà, les paniers moyens, globalement, ça va être des 30 000, 40 000 euros de travaux. Voilà. Ouais.
pour des projets, et on passe uniquement avec des architectes. On ne fait pas de petites rénovations. Donc on ne fait pas de rénovation juste de salle de bain, de toilettes, etc. Rénovation globale en fait. Rénovation à chaque fois globale, entière, où il y a un architecte qui est présent et qui va s'occuper de tout faire en termes de suivi, qui va être vraiment là pour envoyer des photos, des comptes rendus, etc. Ok. Par rapport au marché en 2024 et surtout à cette loi par rapport au DPE, Ouais. est-ce que vous avez axé votre boîte sur la rénovation énergétique? C'est pas forcément un axe, etc. Comment vous le prenez en compte dans la globalité? C'est une très bonne question. C'est un enjeu aujourd'hui, ça c'est sûr à 100%. Il faut le prendre en compte. Mais alors, il faut savoir que ça évolue énormément, les DPE. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. La preuve, il nous avait dit que il y allait avoir les lettres F et qui pourront pas être mis à location, Ouais. etc. Et en l'occurrence, ils ont changé le barème pour Ils les petites sont surfaces. revenus, ouais. Tu vois. Et donc, c'est-à-dire que moi, j'ai rentré ma petite surface que j'avais achetée. Le premier investissement que j'ai fait, je l'ai rentré. J'étais en G, je suis tombé en C. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Genre, je l'ai rentré sur le logiciel, je suis Ouais, vraiment ouais. en C. Alors que j'aurais pu ne pas faire de travaux, je serais en C. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, enfin voilà, il y a plein de choses qui vont être améliorées, mais globalement, faut en tenir compte. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, dès qu'on a des clients qui viennent vers nous, on les accompagne aussi sur la dépense énergétique et on fait en sorte de pouvoir faire monter les lettres, si on peut le faire, à travers de l'isolation, que ce soit du sol, du plafond, ou juste des murs ou des fenêtres. Mais ce qui est très dur, c'est de pouvoir promettre une lettre. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui arrivent en disant « je veux avoir un C », mais le problème, c'est que c'est pas aussi facile que ça. Ça va être en fonction de ce qui va être rentré aussi dans un certain logiciel. Et donc, on fait tout pour pouvoir l'avoir. On fait tout pour pouvoir monter de lettres, etc. Mais on peut pas leur promettre d'avoir cette lettre-là. Donc, voilà, on s'est pas mis à fond sur ce marché. Mais globalement, on l'intègre sur tous nos projets, ça c'est sûr à 100%. Ok. Tu as des chiffres à nous donner sur Omnext un petit peu en termes de volume, de nombre de projets réalisés déjà? Ça a combien de temps Omnext? Est-ce que vous allez, c'est quoi un peu le développement? Est-ce que vous avez recruté des salariés, etc.? Est-ce que tu as quelques métriques à nous partager? Ouais, alors Omnext, on a 1 an aujourd'hui. On a fait la première année, c'était l'année dernière, 300 000 euros de volume d'affaires. Ok, super. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a un business model qui est basé sur un travail avec des freelances, des gens qui sont indépendants, Oui. qui puissent être libres, qui puissent gérer leur temps, et pas forcément des CDI, et surtout d'essayer de diminuer un peu les coûts fixes pour pouvoir ne pas être trop cher, parce que souvent une boîte qui a beaucoup de coûts fixes, elle le fait ressentir dans le prix de son offre ou de son service. Et donc nous, ça nous permet aussi de proposer un prix qui est juste pour les clients directement. Donc on va avoir une dizaine, entre 8 et 10 architectes qui travaillent avec nous. Voilà, qui sont en freelance. Et à côté, on a aussi une dizaine, quinzaine d'entreprises générales qui, eux, ont aussi leurs personnes, leurs mecs et leurs équipes là-dessus, à qui on peut dispatcher des projets, etc. On avance doucement, on ne veut pas faire de levée de fonds. Aujourd'hui, on avance en bootstrapping, donc c'est avec nos fonds propres. Aujourd'hui, on a mis, je crois, 1200 euros chacun dans la boîte. Ok. Je pense que c'est le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. Parce que c'est fou de se dire qu'on a pu mettre... Et c'est ça l'entrepreneuriat, en fait, c'est de se dire, purée, on est démarré avec 1200 euros chacun, et juste en passant du temps à élaborer des process, des projets, en se confrontant au marché, on a réussi à générer de l'argent et avoir des clients qui nous font confiance, à avoir une image de marque, avoir quelque chose. On a 11 000 abonnés sur Instagram, personnes qui nous suivent, etc. Et globalement, l'objectif, ça va être de pouvoir prendre de plus en plus de projets, de gros projets aussi, se tourner un peu plus aussi vers vraiment de l'architecture plus qualitative. Et ça, je pense que si ça avance bien, en tout cas on a le vent en poupe, ça devrait marcher. Voilà. Et après, peut-être recruter, on ne sait pas. C'est une chose qui arrive, à mon avis, forcément à partir du moment où les freelances coûtent trop cher par rapport à ce qu'on pourrait obtenir d'un CDI. C'est des questions qui se posent. Mais pour l'instant, c'est très bien. Et on va avancer comme ça. Vous voulez rester comme ça? Ok, ça marche. Pour revenir sur la partie investissement aussi, qui carrément. est une partie où tu as une belle expertise, est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette approche-là des JO? On entend beaucoup parler et nous qui sommes de la Provence, on se dit putain, Paris, ils vont être blindés pendant les JO, etc. J'ai lu un article il y a 2 jours où il disait que pendant les JO, il y avait eu un contre-coup où l'offre avait été beaucoup plus importante finalement que la demande. Et on parle même, le titre c'était les JO de Paris, un échec économique. Donc tu vois, est-ce que c'est déjà un peu ce que tu ressens sur les locations courte durée? Comment tu l'as abordé et comment vous le sentez en tant que Parisien, parce que tu es Parisien finalement? Ouais. Alors, moi, je pense qu'il y a eu un engouement, mais disproportionné, sur les JO et le fait que Paris allait être blindé en termes de location.
Donc, je parle d'un point de vue business et un point de vue immobilier. Tout le monde pensait avoir son logement full, à mettre un x3, x4, x10. Il y a des personnes qui ont mis des prix, mais totalement hallucinants. Et qui sont toujours vides hein, aujourd'hui. Et qui sont toujours vides. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui se passe sur Airbnb, et ça, c'est avec tous les événements, c'était la même chose d'ailleurs pour le Super Bowl. Parce qu'en fait, ils prennent le tracking du Super Bowl pour le répertorier sur ce qui va se passer avec les JO. Ok. Parce que ça permet d'avoir en fait un élément de comparaison. Et en général, avec des gros événements, c'est assez similaire. Ce qui se passe, c'est que tu as toujours des personnes qui vont mettre leur logement à des prix ahurissants. Donc, c'est des investisseurs. Ils vont se dire, là, je peux m'en mettre plein les poches, je vais les mettre très très cher. Donc, c'est parfait, ils les mettent cher. Tu as des personnes qui veulent réserver le logement, qui vont venir, des voyageurs, des touristes qui vont venir, ils vont voir le logement très cher, ils vont se dire, bah, il n'y a que ça, c'est le marché, j'achète. Le problème, c'est que dans tous les grands événements, tu as les particuliers qui viennent renverser le marché, je pense peut-être 2-3 mois avant, et qui vont commencer à mettre leur logement à eux. Alors, je pense qu'ils ont quand même dès maintenant... Ça dépend lesquels. Ouais. Mais parfois, oui, ils mettent dès maintenant. Après, ils sont un Ouais. peu peureux. Ils se disent, bon, je sais pas, peut-être qu'on va me choper. Mais qui ont envie de se dire, oh là là, mais pendant les JO, ça va être catastrophique, je vais avoir trop de monde, je veux partir de Paris pendant les JO, et je l'ai mis en location courte durée. Et on a eu beaucoup de personnes, il y a eu beaucoup d'informations sur ça, il y a beaucoup de conciergeries qui ont fait énormément de propagande pour essayer de récupérer du particulier juste pendant la période des JO, quoi. Et c'est fou, quoi. Et donc, eux, ils renversent le marché finalement. Eux, ils renversent le marché parce Ouais. qu'ils vont arriver et ils vont mettre un prix qui sera totalement dérisoire par rapport à ce qu'avaient mis les Ouais. premiers investisseurs, et ils vont baisser complètement les prix. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, les voyageurs qui avaient réservé à des prix x3, x4, x10, etc., ils vont voir à côté des logements similaires à des prix qui sont beaucoup plus abordables. Et donc, ils vont annuler les réservations des investisseurs et ils vont aller chez les particuliers. Et donc, c'est pour ça que parfois, il vaut mieux mettre un prix qui est plutôt correct, pas trop cher, que ce soit loué, tu sois tranquille, tu fais déjà un x2, un x3, c'est très bien, plutôt que d'avoir des annulations 2 mois avant de tous tes logements parce qu'ils ont trouvé moins cher ailleurs. Et là, ce qui se passe, c'est que les particuliers il y a tellement de logements sur le marché à Paris que les hôtels sont pas bookés, que même nous, avec nos Airbnb, on n'est pas full, et ça devient très compliqué. Et c'est pour ça que... C'est fou quand même. Bah oui, et c'est sûr, les mecs se sont tous dit, allez, let's go, mais quand tu as une offre qui dépasse totalement la demande, mais de beaucoup, parce que tout le monde le fait. Je parle à tous mes potes, tous les mecs, même les locataires, ils sont là, vas-y, je vais le mettre, alors qu'ils n'ont jamais fait d'Airbnb de leur vie, ils vont le mettre une semaine, tu vois. Ouais. Juste pour cette semaine-là. Tu vois, c'est marrant parce que le Airbnb, là où on est, dans cette période, donc on est en avril, j'ai oublié le mois, ouais. On est en avril, là. Il est à 500 € par nuit. Donc, c'est Airbnb, là où on est. Il y a 3 chambres, du coup, indépendantes. Donc, c'est un logement pour 6 personnes. Je crois que les canapés sont pas convertibles. Donc, pour 6 personnes, 500 € la nuit. Okay. J'ai regardé au moment où on a réservé ce Airbnb-là, donc il y a 2-3 mois, ou 2 mois, il était à 2800 € la nuit. Ok. Pendant la période des JO. Il y avait une semaine qui était réservée et une semaine qui était libre. Et j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine ou deux, quand je regardais pour préparer le voyage, il est à 1800 € la nuit. Donc ils ont diminué de 1000 balles déjà. Ils sont passés de 2 minutes à 1800 € la nuit. Et ils sont toujours libres pour la deuxième semaine des JO. Et ce qui est marrant, c'est que à chaque fois, je m'amusais à regarder quand on cherchait des Airbnb pour tourner des podcasts, quel prix c'était en fait finalement pendant la durée des JO par rapport à quand moi je voulais louer. Et à chaque fois, je regardais, je voyais x3, x4,5, x5. Mais il y a des mecs qui étaient loués tout l'été, quasiment, qui étaient pleins au mois de juin, mois de juillet pour la partie, et qui pendant la période JO étaient à des prix affolants, étaient vides totalement. Voilà, tu vois. Et ça, je trouve ça dingue, quoi. Parce qu'ils veulent trop se goinfrer et il y a un moment trop donné... gourmand. Bah oui, et tu le sais, dans l'investissement, quand t'es trop gourmand, tu perds. Et c'est pour ça qu'il parfois, il faut juste être... Moi, si je fais un x2, un x3, je suis très content. Ouais. T'imagines ? Même, je suis en Île-de-France. C'est la spéculation après, hein, c'est ton rapport avec le risque, etc. C'est ça, 150 € la nuit. En Île-de-France, c'est déjà du caviar, le truc. C'est incroyable qu'on puisse avoir ça ici. Il n'y a qu'un seul marché qui n'est pas touché par ça, c'est le marché du luxe. Parce que c'est un marché qui est à part, notamment tous les logements qui sont dans le 6e arrondissement de Paris, dans le 7e, etc. C'est le marché où t'as pas vraiment de notion de prix là-dessus. Ça, les apparts sont bookés, il n'y a pas de problème, ça part même à x5, x6, x8, parce que t'es dans le 6e à Paris, tu peux avoir une vue sur la Tour Eiffel, t'as cet aspect-là. Et ça, tu le ressens aussi en marchant, peut-être qu'on y reviendra par la suite, mais en marchand de biens, c'est pareil. Quand t'es sur du haut de gamme et dans du luxe, il faut avoir les fonds, mais c'est un marché qui est beaucoup plus intéressant, parce qu'en fait, c'est des apparts qui se revendent au coup de cœur. Et donc, t'as pas de loi du marché par rapport au prix au mètre carré, de je sais pas quoi. T'as un appart, si tu l'achètes, tu le refais à neuf, en haut de gamme, dans le 6e arrondissement, tu peux le revendre à un étranger facile, sans souci. Parce que t'es dans le 6e. Ouais. Mais par contre,
faut que tu puisses avoir 1,5 million Oui, ou 2 millions. mais en même temps, parce que là, du coup, tu as Beaucoup plus. une Ça offre dépend de la qui est taille. très très faible et tu as une demande qui est assez importante. Et Exactement. c'est l'offre et la demande qui se Voilà. régit de toute façon et qui régit le marché Et que ces immobilier. quoi. personnes-là, elles ont le budget. Donc elles vont jouer Mm. plus sur l'émotion. Donc ça va être en fonction de comment tu as décoré aussi l'appart, comment tu as pu le rénover. Tu peux même parfois vendre les meubles avec, etc. Et donc c'est beaucoup plus intéressant. T'as pas vraiment de marché et de loi du marché là-bas. C'est pour ça. Donc ceux qui font du marchand, qui galèrent le plus, et là où ça peut être un peu compliqué, c'est d'aller dans les quartiers, tu vois, dans certains quartiers du 18, certains endroits où tu peux avoir des bonnes affaires parce que c'est moins cher, mais le quartier est pas top. Voilà, tu as des clients qui sont un peu entre les deux, qui ont un peu d'argent, mais ils font très attention. Du coup, ça va être, voilà. Ok. Ouais. Mais écoute, parlons du marchand pour clôturer un petit peu le podcast. Ouais. Dis-nous un petit peu ce que tu fais aussi en marchand de biens. Combien de temps ça fait que tu es associé avec cette personne? Tu as dit son nom au début du podcast, je me souviens plus. Charlotte, pardon. Mes excuses à Charlotte. Mais du coup, comment tu lances ton activité de marchand de biens? Quel type d'opération tu fais et combien tu en as fait, etc. Alors c'est le tout début. Ouais. Franchement, on l'a pu se créer par opportunité plutôt que par engouement en se disant allez c'est parti, on veut faire marchand. On s'est rendu compte qu'on avait un peu d'XP là-dessus. Mon associé en a beaucoup aussi en IMO, elle a fait pas mal d'achats et d'investissements locatifs. Et en l'occurrence, on a eu une opportunité qui est tombée d'un studio dans le 94, qui est aussi ma zone de prédilection que je connais par cœur, à un prix qui était très 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 attractif. Le studio était à 55 000 euros, 55-60 000 euros. Et du coup, alors qu'il en valait beaucoup plus, tu vois. Et donc on s'est dit, en vrai, là c'est le moment. Il ne faut pas qu'on perde cette opportunité-là. Donc on a commencé à se positionner dessus. On a réussi à l'avoir. Là, en l'occurrence, on est en train de le revendre. Donc c'est toujours en procédure pour pouvoir le revendre. On va bientôt le publier, etc. Tout a été fait parce qu'il y avait une petite fuite, etc. Donc on est en train de le régler. Donc vous avez fait des travaux ou pas? Alors pas de travaux. Celui-ci, donc c'est un flip. C'est un flip, directement. Ok. Voilà. Et au même moment, on a eu une proposition d'un immeuble. Donc là, on s'est dit, waouh, un immeuble génial avec un de mes apporteurs d'affaires. Il y avait 8 lots dans l'immeuble. Et on s'est dit, mais là, c'est formidable. Tu vois, c'était un immeuble à 500 000 euros pour 8 lots en Ile-de-France, très bien placé encore une fois. Et en fait, là, on s'est dit, c'est parti, c'est pour nous. Il faut le faire à la découpe. Ouais. Et donc là, on est sur la phase de financement de l'immeuble. C'est toujours en cours. Vous passez par les banques pour vous faire financer? Crowdfunding. Ok. Ouais, on est en train de regarder pour les deux, mais même si crowdfunding, ça va être un peu plus intéressant. C'est plus cher, forcément, en termes d'intérêt, mais globalement, ça permet de mettre mon apport. Donc c'est ce qu'on veut aussi, le mettre en rapport. Et globalement, pour l'instant, ce sera peut-être justement la deuxième opération qu'on fera, et de revendre après à la découpe les 8 lots. Il y en a 3 loués et le reste est libre. Encore une fois, sans travaux. Parce que les travaux, c'est du temps. Les travaux, ça coûte cher. Et donc, l'opération la plus rentable, c'est celle que tu peux revendre dans la foulée. Et même faire de la pré-com parfois, où direct, tout est déjà vendu avant même que tu as signé le bien, tu vois. Tu prêches un convaincu. Je t'avoue que là, sur la partie toi, tu connais sans très, travaux, très bien ça. C'est idéal. Mais c'est vrai que toi qui aimes les travaux, est-ce que tu n'as pas envie de t'orienter aussi sur des projets avec des rénovations un peu luxueuses, etc. Tu as tout compris. Et franchement, ce serait mon rêve, et c'est ce que je vais essayer d'atteindre. Ce serait de potentiellement pouvoir faire de la rénovation. Enfin, de faire de l'achat-revente, mais en clé en main. Donc, c'est-à-dire trouver des appartes ou des immeubles dans des quartiers, dans des endroits assez prisés et très bien placés, et avec la rénovation, en faire un bijou et pouvoir le revendre directement à des investisseurs. Exactement. Et en fait, le fait de maîtriser aussi la partie travaux, c'est pour ça aussi qu'on s'est lancé dans les travaux, c'est que c'est game changer avec dans l'investissement, tu vois. Ça te permet vraiment de pouvoir faire la différence sur n'importe quel projet. Les travaux, c'est ce qui impacte souvent le plus le projet, et donc quand tu maîtrises cette partie là, franchement c'est le top du top. Donc voilà, ce serait vraiment mon rêve, et franchement pourquoi pas. Après aussi, on sait pas, acheter des hôtels, tu fais des Airbnb, il y a pas mal de choses, il y a tout à faire, et ce sera aussi en fonction des gens que je vais rencontrer, parce que la majeure partie de mes boîtes, je les ai fondées avec des gens que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure, des personnes que j'ai pu connaître à un café, etc., dans des anciens collègues, et donc pour moi ça vient aussi au fur et à mesure en fonction des rencontres qu'on fait. Ok, c'est marrant, et en vrai tu pourrais même, j'imagine que tu y as pensé, mais ton immeuble le revendre à découpe avec un plan 3D, devis chiffré, et te dire demain on peut récupérer le projet chez HomeNext, donc un acquéreur, un investisseur, acheter ton plateau, parce que l'appartement il est peut-être en moyen état entre guillemets, et après proposer cet aspect rénovation, donc un projet clé en main directement. C'est prévu, exactement. Ouais, c'est ce qui est
C'est ce qui va être prévu et en effet, on veut vraiment exploiter toute la chaîne de valeur C'est ça, que tu maîtrises du coup qu'on aujourd'hui. maîtrise exactement. Et voilà. Et à côté, on a avec mon associé, comme on s'y connaît pas mal aussi en immobilier, avec Mathéo, on a lancé un programme d'accompagnement. Donc c'est tout nouveau. On est vraiment en train de le mettre en place. Ouais. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais globalement, on commence à accompagner des personnes dans leur achat et leur investissement en immobilier, parce que comme on a chacun travaillé dans l'IMO, dans les 2 boîtes aussi d'investissement locatif, on a accompagné plein de clients. On s'est dit franchement autant le faire pour d'autres personnes, et on l'a fait pour des amis aussi. Je sais pas si toi ça peut t'arriver que des gens viennent te voir et te demandent des conseils. Ouais, mais je le fais pas. Pour les amis, c'est sûr que non. Mais ouais, ils me demandent des conseils, avec grand plaisir de donner des conseils, etc. Mais pas plus, parce que c'est souvent les C'est plus délicat, pénibles, les plus compliqués, etc. Et pour le coup, il y a rien de mieux que pour moi qu'un client lambda entre guillemets qui vient te voir juste pour ce qu'il a besoin et ce que tu fais, et pas parce que c'est toi. C'est un peu C'est pour ça que ça a été un peu choquant ce qu'on a vécu avec Mathéo aussi, parce qu'on a eu des personnes, des amis ou des personnes, des connaissances qui ont voulu avancer avec nous, qu'on les accompagne sur de la chasse, pour pouvoir trouver et dénicher des biens. Et on s'est rendu compte que c'était aussi les personnes qui négociaient le plus. C'est clair, C'était aussi les personnes, alors qu'elles se rendent pas compte que derrière, ça nous prend du temps. Comme c'est des personnes qu'on connaît, on va passer plus de temps avec elles qu'avec d'autres clients, parce que forcément, c'est des amis. donc ou t'es des moins rentable, connaissances. donc c'est moins intéressant, donc ça peut impacter C'est tes ça. relations avec eux. Donc Mais- pour moi, c'est pas forcément le. Ouais, j'ai eu quelqu'un C'est qui a le plus négocié intéressant, 3-4 fois à chaque Ouais. fois, tu vois, sur l'offre. Alors que tu te dis, franchement, soit je te le propose et tu me dis, merci, ok, et Ouais. je t'accompagne, soit non. Et ça, voilà, parfois c'est aussi la dure réalité de l'entrepreneuriat. Tu découvres certaines choses, tout comme les gens qui likent pas nos publications, alors qu'ils les voient, alors qu'ils savent que c'est super important pour nous. Mais bon, franchement, c'est comme ça. On avance et on se C'est dit, clair, voilà. c'est la vie. Ok, écoute, pour clôturer le podcast, j'ai 2 dernières questions à Ouais. te poser. C'était super intéressant, en tout cas. Merci beaucoup, Gilles, pour Merci à ton toi. partage. La première question, c'est est-ce que tu as un conseil à donner à un auditeur du podcast qui nous écoute aujourd'hui? Un conseil qui t'a impacté toi? Je sais que c'est un peu difficile cette question-là à la fin de savoir si, je sais pas si t'en as un en tête. Pour moi, le conseil, j'en ai 2. J'ai juste 2 Allez, conseils. vas-y. Allez, T'as le droit, Joker. j'en fais 2. Alors, le premier conseil, ça va être de ne pas prendre en considération l'avis de tes potes Ok. sur le projet que tu veux lancer. Parce que globalement, en général, tes potes sont diamétralement opposés à tes convictions, à ce que tu veux faire. Et donc, ils vont pas se sentir vraiment concernés et à ta place dans ce projet-là. Et donc, souvent, ça dépend quel pote, mais globalement, quand tu vas en parler à ton entourage, c'est possible que sur certains projets d'entrepreneuriat, les personnes te suivent pas ou vont essayer de te déglinguer. Et il faut pas avoir d'ego quand c'est comme ça sert à rien de lutter. Il faut juste dire ok, et avancer et y aller. Et ça vient avec le deuxième conseil, qui est de passer à l'action. C'est bidon, mais globalement, j'ai fait 4 projets, 4 tentatives de start-up où je suis jamais passé à l'action. Et au final, j'ai juste fait des business plans, des prêts à la con et des trucs mais qui ne servent strictement à rien. Et au final, j'ai jamais généré de clients et d'argent. Et c'est que sur le projet où je me suis dit, tu sais quoi, on s'en fout. On fait un MVP, un minimum viable product, pour pouvoir avoir un truc qui passe. Et on y va. Et c'est comme ça qu'on a réussi à créer Omnext. C'est juste en avoir un premier client, on se confronte, etc. Donc je dirais vraiment, arrêtez avec les business plans, les trucs bullshit, et juste aller se confronter au marché. Et c'est avec le premier client que ça va faire la différence. Ouais, c'est clair. Tester, réitérer, et après, on verra bien ce qui se passe. Et oui, C'est clair. mais oui, t'as jamais le résultat que tu veux et tu prends toujours une direction différente. Toutes les boîtes, elles se sont fondées en ayant une direction, et après, ça devient autre chose, tu vois. Il n'y a jamais personne qui a respecté son bébé, quoi. Donc, Voilà, c'est pour ça ça. peut-être à rien de passer trop de temps dessus. Mais Exactement, écoute, c'est ça. un grand merci à toi, Gilles. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi? Merci à toi, Maxime. Tu peux me retrouver sur Instagram, Oui. Gilles Grapsy. Ok. Voilà, mon prénom, mon nom, aussi simple que ça. Et je suis présent sur les réseaux. Et tu pourras me retrouver aussi sur un podcast qu'on lance qui s'appelle Homeboys avec Mathéo, mon associé. On est en train de faire tous les épisodes. Et tu es d'ailleurs le premier invité. Tu as fait le premier On a épisode. tourné ça la semaine dernière, c'était très très cool. Voilà, Très sympa. qui va bientôt sortir. Et voilà, c'est un podcast qui est basé sur l'immobilier sans filtre, tout simplement. Et le but, c'est d'apprendre à des personnes ce que c'est que l'immobilier et juste comment passer à l'action vraiment de A à Z et d'avoir full contenu de valeur. Voilà. Ben, avec plaisir, on repartagera ça avec grand plaisir. Merci. Merci pour tout, Maxime. Ciao. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.